Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e épisode d'Art et Caméra. Bonjour Morgane, j'ai fait une trompée de prénom. Oula, on va se poser des questions. Oui, Bonjour je crois Julie. que c'est la fin du podcast là. C'est Julie, c'est ça? Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver donc effectivement pour ce déjà 16e épisode. Oui, du coup Morgane, c'est à toi en fait qu'on va consacrer l'ouverture de cet épisode en abordant un projet auquel tu as participé pendant pas mal de temps avant qu'on en vienne là. Enfin, j'ai tout vu, je t'ai pas vu pendant que tu y participais, mais je t'ai vu pas mal y travailler. Je veux parler de Starfix. Est-ce que tu veux présenter un peu Starfix, ce que c'est, d'où ça sort, pour les gens qui connaissent pas? Ouais, effectivement, c'est une bonne idée de présenter Starfix, parce que je pense que la plupart des gens, notamment ceux qui nous écoutent, savent pas ce que c'est. Et moi, tu vois, avant que tu bosses dessus, Morgane, je ne connaissais même pas. Preuve de mon ignorance culturelle en matière de presse française. Ouais, c'est pas grave, hein, tu connais les cahiers du cinéma positif, c'est déjà Il est modeste. la base. Et toi qui écris pour Première, Oui. on va dire que Starfix, c'est à peu près à la même époque que le début de Première, un peu plus tard. Il me semble que Première, c'était fin des années 70. Et donc Starfix, plus tard, ce serait quoi? Années 80? On a fêté les 40 ans, là, donc c'était 83. D'accord. En janvier. Et c'est le magazine qui a lancé une équipe de chroniqueurs qui, certains, pour la plupart, sont devenus des réalisateurs de films, notamment Christophe Gans, qui a fait Le Pacte des loups. Oui, c'est pas rien. Nicolas Boukrieff aussi. Mhm. Et en fait, l'idée, c'était des jeunes, ils avaient à peine la vingtaine, et ils ont eu envie de parler des films à la fois de manière, un truc un peu populaire, enfin, des trucs qui marchaient à l'époque, et en même temps des trucs qui étaient série B. Donc il parlait de films de genre, c'est ça? Alors il y avait du film de genre, et aussi du cinéma un peu plus, tu vois Ken Russell, enfin du cinéma un peu Oui. plus marqué en termes d'expérimentation, des choses du genre, et en fait c'était mêler à la fois ce qui pouvait être cinéma populaire, cinéma d'exploitation et cinéma un peu plus pointu. Et en fait, c'est dire que le cinéma, c'est un peu tout ça. Et c'est ça qui est intéressant et que du coup, ils ont mené pendant plusieurs années. Ensuite, il y a eu une interruption parce que C'est ce que j'allais au te début des années demander. 90, ils ont arrêté. Ça a été relancé à la fin des années 90 par certains membres. Il me semble qu'il y avait des anciens membres qui sont revenus, mais je suis pas sûr. Ouais, il y en avait quelques-uns, mais il y avait surtout des nouveaux membres. Et là, pardon, à l'heure actuelle, c'est quoi en fait le projet? Donc le magazine Starfix n'existait plus à nouveau. Il revient sous quelle forme? Un MOOC, je crois? Ouais, c'est ça. Alors du coup, comme je disais, ça s'est terminé en 2001, la deuxième équipe. Et voilà, 20 ans après, donc on est en 2023, on fait un MOOC là pour les 40 ans. Donc en fait, c'est parti d'une idée de Romain Leverne, le rédac-chef de Chaos Reign, pour lequel j'écris depuis 2017. Qui est un site en ligne qui parle de cinéma. Et qui se consacre pas mal au cinéma de genre, mais pas que. Ouais, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un peu la même ligne directrice que Starfix. Romain est un fan de Starfix, et en fait, via Chaos Reign, en fait, il a un peu eu la même ligne éditoriale, donc ça se rejoint. Et il avait comme projet de remonter un projet Starfix avec Patrice Giraud qui gère la Starfix Production, en fait, qui est une compagnie qui a été créée ensuite, qui gère les droits de Starfix. Donc, cette nouvelle mouture de Starfix, si je comprends bien, au niveau des personnes qui écrivent pour le magazine, c'est un mélange de certains membres de la rédaction, on va dire, originelle, de personnes qui écrivent pour le site Chaos Reign, donc géré par Romain Leverne. Et donc, toi qui fais partie de ce site, tu participes également à Starfix. Je crois que le sommaire n'a pas été dévoilé, Morgane. Non, normalement, il va être dévoilé au moment, parce que justement, je vais y venir, au moment de la... En fait, il y a une campagne Kiss Kiss Bank Bank, quoi, du crowdfunding qui sera lancée le 31 mars.
On a déjà teasé là-dessus et à ce moment-là, il devrait y avoir des informations sur... je suis pas sûr qu'il y aura tout le sommaire, mais il y aura une bonne partie du sommaire dévoilé. Donc, sans griller la priorité à la campagne de lancement, de financement de Starfix, est-ce que tu as le droit ou pas de dire, au moins toi, Morgane, les articles auxquels tu as participé, au moins un, peut-être deux, je sais pas. Ouais, je peux donner la primeur au podcast, allez. On est à quelques jours, donc ça va. Ouais, non, moi j'ai fait j'ai écrit sur le jeu vidéo, en fait. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on allait faire un dossier, en fait, sur le jeu vidéo et le cinéma, les liens entre les deux. Et du coup, j'ai eu plusieurs articles sur le sujet, et notamment une interview de Sam Barlow, le créateur de Immortality, dont on a parlé dans Arrêt Caméra il y a cela 2 mois. Donc, et à ce moment-là, j'avais déjà fait l'interview, en fait, donc j'en avais pas trop parlé. Ça y est, tu le révèles. Voilà, donc il y a ça, puis il y a d'autres trucs entre le jeu vidéo et le cinéma sans trop en parler. Très bien, du coup on en saura plus le 31 mars. Même moi je ne connais pas tout le sommaire. Et oui, alors oui, du coup j'en profite aussi parce que tu parlais du fait que... Oui, je ne l'ai pas vraiment dit, mais oui, il y a une partie de l'ancienne équipe qui revient, il y a notamment Christophe Gans. Donc l'idée c'était vraiment pour les 40 ans de faire un magazine qui réunit à la fois l'ancienne équipe et nous, Chaos Reign, dont on a envie, dont on se sent un peu l'héritage. De faire l'événement en quelque sorte. Et ensuite, si ça fonctionne, de faire des numéros réguliers, quoi. On l'espère. Moi, je le souhaite. Je veux dire, si ça peut m'aider à payer les factures. Sans transition, on passe au sujet qui fâche de ce 16e épisode d'Arrêt Caméra. Est-ce que l'ambiance dans les salles de cinéma, c'était mieux avant ou pas ? Je pense que ça n'a échappé à personne. La sortie de Creed 3 en début de mois, je crois, c'était au mois de mars, ça a créé un sacré remous médiatique, notamment en raison de l'ambiance assez musclée de certaines séances, dont certaines ont viré au pugilat. À l'image du film, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'était de propos. D'Ivry-sur-Seine à Thionville, on a vu des scènes de bagarre se multiplier et être partagées sur les réseaux sociaux. À chaque incident, les directions des différents cinémas ont pris l'initiative d'interrompre les séances et de faire sortir les spectateurs bagarreurs des salles. Et des témoins des RICS ont déclaré que les séances ont été bruyantes du début à la fin, les spectateurs téléphonaient et les insultes ont commencé à fuser. Certains cinémas ont pris des décisions encore plus radicales, alors même que le film cartonne en salle, il vient d'atteindre plus de 2 millions d'entrées. Le film devrait finir au-delà des 2,5. Qui fera un des films les plus... en tout cas, par rapport à l'année dernière, on a des films à 2,5 millions au début du top 10, donc tu peux dire que Creed 3 aurait pu être dans le top 10 2023, mais bon, vu le début des scores de certains films, ça se trouve, il sera pas dans le top 10, mais voilà, gros succès. Donc, ils ont choisi de supprimer le film de l'affiche. Il s'agit notamment du ciné-centre de Dreux et du cinéma d'Annemasse. Je ne sais même pas, Morgane, où c'est Annemasse. Annemasse, c'est à la frontière entre la France et la Suisse, c'est pas loin d'Annecy. D'accord, je découvre le nom de ce lieu. Voilà. Donc, je te pose la question, Julie, est-ce que tu penses que l'ambiance dans les salles de cinéma s'est détériorée ? Alors, il y a beaucoup de choses à ce niveau qui me semblent pertinentes d'être adressées. Déjà, on va dire, c'est quoi une bonne séance de cinéma pour toi, Morgane ? Vraiment la question la plus basique. Une bonne... je veux dire, le déroulé ? Oui, un bon déroulé de séance de cinéma. On va dire que du début à la fin, j'arrive à entendre le film. Alors, je suis pas contre les réactions des gens, les bruits de popcorn, les bruits de sachets de nourriture, des choses comme ça. Je vais pas faire la sociale. Le cinéma, c'est un art de masse, donc tu vas au cinéma, tu sais qu'il y a des gens autour de toi, c'est pas ça le problème. Puis l'expérience de la salle, c'est un peu ça aussi, je trouve. Puis même des gens qui chuchotent un peu de temps en temps. Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas le drame. C'est pas le drame, mais voilà, j'ai envie quand même rester connecté au film, de l'entendre, de comprendre ce qui se passe à l'écran, tu vois. Voilà, c'est ça pour moi une bonne séance de cinéma. Donc, la question c'est, est-ce que par rapport à ça, c'est mieux ou pas qu'avant ? Moi, j'ai l'impression qu'avec toutes ces vidéos, et notamment celle sur Creed 3, on dirait que c'est devenu l'apocalypse totale dans les salles de cinéma.
et je suis pas certaine, j'ai pas lu d'article sur le sujet, donc je vais avoir du mal à trouver des références auxquelles me référer d'un point de vue factuel. Mais je peux parler que d'impression et de ce que j'ai lu, en fait, d'un point de vue historique. Je sais pas toi, Morgane, mais moi, j'ai pas l'impression que, initialement, le cinéma, on va dire, c'est, côté spectateur, un art de la tranquillité. Enfin, je dirais pas que les séances calmes sont une exception, mais en revanche, je crois qu'il y a de tout. Il y a des séances calmes, il y a des séances pas calmes. Oui, il y a des séances où exceptionnellement ça s'emporte, d'autres où c'est pas spécialement le cas. Il y a de tout, mais juste sur le sujet Creed là, sur celui qui est encore à l'heure actuelle en cours de diffusion sur grand écran, il y a une chose qui me semble très simple à analyser, c'est pas parce que c'est un film qui parle spécialement de boxe ou autre que tout le monde s'énerve, mais enfin, je me mets à la place de gens, par exemple, qui n'ont pas une carte illimitée au cinéma. Donc, ils y vont. Ce sont des salles où éventuellement il y a l'AKDX, il y a l'IMAX, etc. Parce que c'est le genre de film qui est diffusé dans des multiplex. Donc, voilà, les multiplex, on sait bien que sur les grosses sorties type blockbuster, ils les chargent plus sur des séances avec des dispositifs spéciaux. Pourquoi ? Pour faire grimper l'addition. Donc tout ça pour dire qu'on peut arriver à des séances qui font facilement entre 15 et 20 euros la place, voire plus, dans certaines parties de la capitale. Donc j'imagine bien le budget, on y va, on est 2 adultes, 2 enfants, on arrive à, parlant de 40 euros, enfin je peux comprendre qu'on pète un plomb parce qu'il y a trop de bruit. Enfin on a l'impression d'avoir jeté 40 euros par les fenêtres. Ouais, bah en fait, je pense que c'est en tout cas une partie de la raison pourquoi ça a disjoncté certaines séances. D'ailleurs, dans une des vidéos, on voit une femme s'énerver parce qu'elle dit qu'elle a pas, elle n'entendait pas le film, que ces gens parlent depuis tout à l'heure super fort et que ça l'énerve. En fait, voilà, j'ai l'impression qu'aussi leur rapport à la salle est un peu différent maintenant parce qu'effectivement les billets sont chers. Hein. Il est plus exceptionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va quand même moins au cinéma qu'avant pour la plupart des gens. Oui, bah, effectivement. Donc, l'expérience du cinéma, surtout sur ce genre de film qui attire un public qui va peut-être aller moins souvent en salle, mais qui vont se déplacer pour ce film-là parce que c'est un film qui représente certaines choses pour eux ou parce que c'est un film grand public, etc. Donc, ça va attirer un public moins cinéphile. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais voilà, qui est moins, qui va moins aller en salle de manière régulière, voilà. Et du coup, effectivement, donc ils vont dépenser. Ça, plus le budget nourriture, on va dire, les pop-corn, ça monte vite, hein, l'addition. Et voilà, donc du coup, ça cristallise les tensions, en fait. Dès que t'as du bruit, bah forcément, tu te dis, j'ai payé ça, et en fait, on est en train de ruiner ma séance, bah ça me fait péter un câble. Et ça aussi rejoint ce qu'on avait dit sur le fait que maintenant, les gens, ils ont un rapport différent au cinéma, c'est-à-dire que les gens, bah, ils ont leur téléphone, ils regardent leur téléphone. Il y en a certains qui appellent des gens pendant les séances de cinéma. Il y en a qui sont sur Snapchat et qui font des vidéos en même temps. Je trouve ça incroyable. non mais voilà, ce sont des nouveaux usages. Et donc ça va pas forcément avec l'expérience de salle qui est pour certaines personnes rester je vais au cinéma pour voir le film, mais pas forcément aussi pour vivre une expérience sociale où tu vois la personne qui est sur TikTok en même temps et qui se filme en même temps, tu vois, et donc du coup effectivement ça crée des tensions. Mais après par rapport à Creed 3, j'avais vu que Creed 2, je me souviens déjà de mémoire, mais du coup j'ai vu aussi des articles parler déjà à l'époque de Creed 2, il y avait déjà eu des bastons en fait. C'est vrai. Est-ce que le film est pas aussi cristallise un peu ça aussi d'une manière où les gens qui vont le voir, ils sont déjà un peu chauds, je sais pas, mais mais il y a autre chose moi qui m'a fortement déplu dans ce qui était pas montré au niveau des pugilats lors des séances de Creed 3, mais dans la manière dont elles étaient commentées, j'ai trouvé ça tellement de mauvaise foi. Je pense que tu vas voir où je veux en venir, Morgane. C'est tous les commentaires racistes disant que ça se passe en banlieue, que du coup, ça se passe chez des minorités qui sont irrespectueuses. Enfin, pardon, mais déjà, c'est dégueulasse, mais en dehors de ça, c'est faux. Enfin, je suis quasi persuadée, mais sans chercher très loin,
que si on se penchait sur le sujet d'un point de vue historique, que ce soit dans des séances de cinéma des années 10, 20, 30, 40, enfin peu importe l'époque, on trouve aussi des blancs qui s'énervent devant l'écran, ne serait-ce que parce que par exemple à une époque au cinéma on projetait de l'actualité, donc en fait les personnages dont on parlait, pardon pas les personnages, excuse-moi, les personnalités politiques qui apparaissaient à l'écran au moment des actualités, pour peu qu'elles soient pas appréciées, j'imagine bien les jets de tomates, les jets même de débris ménagers, etc. C'est des choses qui se sont passées. Et puis même, enfin, je vais dire un gros troll, mais attends, c'est quoi l'une des toutes premières séances de cinéma? C'est le fameux train en gare de La Ciotat. Enfin, excuse-moi, je crois pas que ça s'est bien passé dans un calme complet, quoi. Non, enfin, d'après ce qu'on sait, ce qui est resté, les gens ont fui, les gens ont crié, enfin, les gens avaient peur. Et non, mais c'est vrai que les séances, sans aller forcément à la baston, hein, les séances où il y a du bruit, où c'est le bordel, enfin, on voit ça depuis. Enfin, moi, je parle de mon expérience, on voit ça depuis des années. Il y a eu notamment récemment tout ce qui était séance au Grand Rex, projection de Spider-Man, de One Piece, oui, tout ça. Oui, de films de manga, ouais. Les gens qui sont complètement hystériques, mais pas forcément d'un côté négatif, mais forcément bien ça vire à l'hystérie, parce que les gens sont complètement se lâchent. Ils sont dans la communication. Voilà, et voilà, non mais du coup, c'est un truc qui est vieux en fait, et pareil, je me souviens à l'époque du retour un peu du cinéma d'horreur en salle, ça a un peu disparu au début des années 2010 parce que il y avait eu pas mal de films qui marchaient pas, et après il y a eu des énormes succès. Donc le premier gros succès de genre, c'était le remake de la série, la série, l'adaptation de Stephen King. Je crois que c'était en 2016. Il y a eu, les gens, ça virait, les gens devenaient fous. Il y a eu des bastons aussi. Il y a eu les gens saccageaient les trucs, etc. Et pourquoi le cinéma d'horreur? Je suppose que le cinéma d'horreur, pareil, c'est un peu comme Creed, ça rend, il cristallise, ça crée des émotions oui. qui sont disproportionnées, effectivement. Pareil, je me souviens d'avoir vu The Visit, il y avait des jeunes qui criaient. Donc The Visit, c'est le film de Shyamalan. Les gens criaient à côté de moi, des jeunes qui étaient « Ah mon Dieu, j'ai peur !» Enfin, ils communiquent, en fait, ils ont besoin de communiquer des choses super fort. Et voilà, donc ça, chapitre 1, c'était cette émotion-là. Et en fait, il y avait eu des gens qui... ensuite, il y avait d'autres films d'horreur qui étaient sortis, et ils avaient refusé de passer des films d'horreur dans la salle par peur de voir ces choses se reproduire. Et effectivement, vraiment, on le sait, quand on va voir des films d'horreur, notamment à une certaine heure, il y a des gens qui sont plus adeptes de ce genre de réaction, qui vont aller voir ces films-là. Et voilà, c'est ce genre de choses sans aller non plus au même niveau que ce qui s'était passé pour ça. Il y a plus de gens qui vont parler pendant le film, etc. Donc, alors, justement, Morgane, que dit la légende à propos du fameux horaire auquel il ne faut pas aller pour les films d'horreur? À chaque fois, on s'est fait avoir, et je commence à croire que c'est une constante. C'est quoi, c'est 10h du soir à peu près? Ouais, la dernière séance, c'est ça. Le cinéma d'horreur, c'est souvent une séance où c'est compliqué. Enfin, d'expérience, en tout cas, moi qui adore le cinéma d'horreur, je l'ai souvent vécu comme ça. C'est souvent la séance où les gens se lâchent un peu plus que devant un film. Du coup, les gens vont parler plus fort, les gens vont faire plus de bruit, les gens vont plus... ils vont plus s'agiter. Se comporter comme s'il n'y avait pas d'autres gens dans la salle. Et effectivement, c'est un peu un trope, on va dire, un cliché de l'expérience cinématographique. C'est pour ça que moi, le cinéma d'horreur, j'aime bien y aller tard le soir, mais en même temps, j'y vais un peu de manière où je sais que peut-être va y avoir ça. Voilà, c'est pas donc de là à dire que l'ambiance s'est détériorée, je suis pas sûr que ce soit un fait, quoi. Enfin, ça date, quoi. Quelque part, je le dis peut-être par provocation, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que les séances de cinéma dans un calme absolu, en vrai, à l'échelle de l'histoire du cinéma, c'est pas du tout la norme, c'est peut-être même une exception qu'on vit depuis plusieurs années. Oui, et puis ça dépend des types de films, en fait, je pense surtout. Tu vas pas avoir un bordel devant Xangso, quoi. Ça me c'est semble... sûr. Et effectivement, il y a des salles qui sont dans certains endroits où, oui, il y a plus de vieux, par exemple, les vieux vont peut-être moins faire de bruit, même si, c'est pas forcément vrai, mais
Et voilà, c'est le public qui joue. Quand t'es jeune, tu vas plus t'éclater avec tes potes. Voilà, c'est normal. Et puis. Et encore, tu vois, tu dis, Morgane, qu'il y a des salles où les personnes âgées vont faire moins de bruit. Moi, si je parle encore une fois, juste du point de vue de mon expérience, donc mon expérience n'est pas une vérité générale, ça reste mon expérience. Il y a beaucoup de séances avec des personnes âgées que j'ai détestées. Parce que ça parle fort aussi, entre personnes, entre les sièges. Pour l'irrespect, je veux dire, l'irrespect, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les gens de 40 ans, c'est pas que les personnes âgées, c'est tout le monde, ça peut être n'importe qui, n'importe quel âge. Les ronflements. Alors ça, la Cinémathèque française, the place to be pour entendre les gens ronfler. Mais voilà, tout ça pour dire que en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, je crois que les séances qui sont très violentes, quand bien même ça a l'air exceptionnel parce que c'est impressionnant dans les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas si exceptionnel que ça, sans être non plus courant. Je crois pas non plus que ce soit quelque chose qui est de l'ordre du phénomène unique aujourd'hui. Ça s'est déjà produit par le passé. J'avais fait quelques recherches avant cette discussion et je me suis rappelé d'un événement qu'il y a eu peu de temps avant ma naissance. Donc qui a certainement... T'es souvenu d'un événement avant ta naissance? Non, mais dans ce que j'ai lu, oui, depuis le ventre de ma mère, non, mais... Quelques années auparavant, j'en avais entendu parler, c'était sorti de ma mémoire. Bref, j'ai refait des recherches dessus. C'était lors du fameux film de Martin Scorsese, La Tentation du Christ. Donc à l'époque, à Paris, il y a carrément eu des attentats de la part d'extrémistes catholiques. Il y a eu à Besançon et à Paris, donc le fameux espace Saint-Michel, qui ont littéralement flambé pour pas que ce film soit diffusé. C'est extraordinaire. Tout ça pour dire que, certes, Creed 3, c'est impressionnant, mais enfin, il y a une époque pas si lointaine que ça, c'est-à-dire il y a un peu plus de 30 ans, on a des salles entières qui ont cramé parce que des gens n'étaient pas contents que des films soient diffusés. En termes de violence, on était à d'autres niveaux. Non, mais complet. Et puis, en fait, c'est souvent le cas à chaque fois. On a la mémoire courte. Et en plus, ça fait le jeu de l'extrême droite. Bien sûr. On va pas se mentir, le délire en sauvagement de la population. En plus, là, c'était des publics noirs, donc forcément, là, les gens, ils vont, l'extrême droite va dire, ouais, regardez, c'est les films dans la cité, etc. Alors qu'encore une fois, il y a 30 ans, les attentats dont je parle, où il y a eu des blessés, j'avais vu, il y a eu 14 blessés pour je ne sais plus quelle séance à Paris. Je crois que c'était celle justement à l'espace Saint-Michel. C'était les extrémistes catholiques. Voilà. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'ensauvagement des banlieues ou je ne sais quel fantasme nauséabond d'extrême droite. C'est ça. Donc, l'ambiance se détériore, je ne pense pas. Mais donc, il y a plusieurs choses. Il y a, on va dire, certaines violences qui s'exercent au niveau de la salle de cinéma où, encore une fois, avant, c'était pas mieux. Ça a même été pire si on regarde, encore une fois, l'histoire des salles de cinéma et ce qui arrivait au niveau de la salle de cinéma en termes d'espace. Je veux dire, les séances de Creed 3, ce sont des pugilats, mais ce ne sont pas des pugilats qui détruisent les salles. Quand on voit, par exemple, qu'il y a eu les attentats dont je parlais là pour le film de Scorsese, ce sont des attentats qui ont vocation à détruire les salles. On est à un autre niveau dans la violence. Et puis c'est criminel. Voilà, c'est criminel. Et puis en soi, j'ai même envie de dire, du coup, avant, ça avait l'air pire que ça l'est aujourd'hui. Maintenant, ce dont on n'a pas parlé, et ce qui est peut-être pire aujourd'hui, en revanche, que ça ne l'était auparavant, et là, il va falloir mettre les pieds dans le plat, c'est au niveau, un niveau plus acceptable, mais un niveau quand même pénible, qui est celui, on va dire, du respect en société, pour parler comme une femme de droite, que je ne suis pas, mais tu vois où je veux en venir, Morgane, qui est que, on en a déjà parlé, mais là, on va vraiment le faire, que depuis la fin du Covid, on dirait que, je dis bien on dirait, encore une fois, je ne parle que de ma propre perception. Je la mienne aussi, t'inquiète pas. Oui, c'est un point de vue dont on a souvent discuté et qu'on partage, toi et moi. On dirait que beaucoup de gens vont au cinéma et ont des comportements qu'ils ont comme chez eux, mais ça ne marche pas quand on est dans une société collective
où on n'est pas tout seul sur son canapé devant son écran. Tu vois où je veux en parler, Morgane, qui est d'allumer constamment son téléphone, qui est de manger hyper bruyamment, qui est sans arrêt d'utiliser des sachets en plastique. Et alors, à la limite, le bruit, les téléphones, etc., c'est exaspérant, je veux bien faire avec. Par contre, ce que, à titre personnel, je trouve inadmissible, c'est de salir les salles de cinéma en se disant il y a quelqu'un qui nettoiera derrière soi. C'est laisser les bouteilles en plastique, c'est laisser les cartons vides de popcorn. Et donc, je vais enfoncer le clou. En fait, moi, j'ai pas envie d'interdire aux gens ou de consommer des boissons ou de manger du popcorn ou des M&M's ou des Skittles ou ceux qui veulent. En revanche, j'en suis venue à penser, à force de voir les salles et les sièges dégradés, qu'il vaudrait mieux interdire à la vente le popcorn. En fait, c'est pas compliqué. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de gens qui sont payés à nettoyer et je trouve ça dégueulasse qu'on laisse tout comme ça en espérant qu'il y a des gens qui vont nettoyer après. Donc oui, en fait, si c'était moi, pas pour interdire aux gens de faire du bruit, pas pour interdire aux gens de manger, mais si c'était moi, oui, j'interdirais le popcorn en salle. Et étant moi, du coup, je préfère aller dans des salles où le popcorn n'est pas vendu à l'accueil. Voilà. Donc si vous voulez en 2027 avoir quelqu'un à la présidence qui interdise le popcorn en salle, votez Julie. Non, je te suis. Enfin, interdire, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça me blase en fait de quitter une salle, de voir que il y a un endroit dans la salle où oui, bon, il y avait des gens qui faisaient du bruit, et puis quand tu passes par là en quittant la salle, tu vois qu'il y a du popcorn partout, c'est dégueulasse. C'est de l'incivilité, même si j'aime pas trop ce terme, bien parce sûr. que bon... Mais c'est à chaque fois, c'est ça le pire, c'est que c'est pas juste une séance sans passant, c'est que n'importe quel cinéma où on peut acheter du popcorn, quand on quitte la séance et que les lumières s'allument, c'est dégueulasse, c'est une porcherie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à chaque fois. Et je parle pas juste d'une petite poignée de popcorn renversé. C'est vraiment, enfin, la déchetterie à tous les niveaux. Je trouve ça insupportable à voir. Enfin, je sais pas comment ces gens vivent chez eux, mais dans les salles de cinéma, c'est systématique. Et encore une fois, quand on n'arrive pas à se réguler et à faire société ensemble, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit décidé. C'est d'autant plus hypocrite de la part des salles de cinéma que non seulement ça leur convient bien, en fait, qu'on paie le popcorn et qu'on le paie bien plus cher que ce qui coûte à être fabriqué, pour ensuite faire nettoyer à des gens qui sont payés au SMIC. Enfin, il y a quelque chose de dégueulasse. Voilà. C'est là aussi où elle est la violence, c'est que... voilà, les gens en plus finissent tard quand ils sont au cinéma, ils finissent après minuit, 1h, et ils font quoi ? Ils nettoient, et donc ils sont payés le SMIC. Donc voilà, et ils seront pas payés en heure sup parce qu'ils ont nettoyé les merdes, pardon de le dire comme ça, mais laissées par des crétins. Ils ont pas de prime par type de dégradation de salle aussi, non ? Bon, enfin c'est ça, et je trouve ça extrêmement dommageable, et j'ai juste envie de dire, honte à vous, tous les spectateurs qui faites n'importe quoi avec le popcorn et avec vos déchets en salle de cinéma. Vous devriez même pas y aller, quoi. Ouais. Pour conclure cette discussion, Morgane, c'est quoi ta pire séance de cinéma ? Est-ce que j'en ai parlé ? Je sais plus. C'est pas la pire, mais... Alors, une des pires en termes d'ambiance. Est-ce que j'avais parlé de celle de Fast and Furious Non, lequel de Fast and Furious ? Parce qu'il y en a eu un paquet. Parce que j'en parle souvent de cette séance mythique que j'ai vécue. Alors, c'est pas la pire, mais en même temps, si c'est la pire, mais en même temps, j'étais venu pour ça. Alors, c'est quel Fast and Furious ? Alors, c'est Fast 6. Fast and Furious 6, enfin c'était déjà Fast à l'époque, maintenant ils appellent ça Fast, c'est fini, Fast and Furious. Donc Fast 6, à Rosny-sous-Bois, un pote qui était de Rosny qui m'a dit, mec, tu veux vivre une expérience de fou, il y a Fast and Furious qui passe, qui sort. C'était en VOST-FR ou en... Alors c'était une séance en VSTFR, parce qu'il y a des séances en VF et une ou deux par jour en VSTFR. Donc celle-là elle était en VSTFR. Et le film venait de sortir, ça devait être le week-end de la sortie du film, et il m'a dit, tu vas voir, c'est un délire. Et du coup, j'y suis allé, et c'était un délire, les gens étaient à fond,
ça gueulait dès qu'il y avait des trucs qui se passaient à l'écran. Et puis, au bout d'un moment, il y a un mec qui a sorti une chicha et ils ont commencé à fumer une chicha dans la salle. Non, c'est pas vrai. Ils ont fumé une chicha dans la salle? Ouais, je te jure. Non. Et d'ailleurs, ça a été, pour dire que c'est pas du mytho, il y a un ami qui est sur Twitter, dont on peut dire le nom, Nassim, qui a fréquenté cette salle et qui m'a dit que c'était pareil pour je sais plus quel film. Il y avait un mec qui avait sorti une chicha. Ça se trouve, c'était le même. Mais attends, pardon, j'ai pas fumé beaucoup de chicha dans ma vie, mais c'est possible des chichas portatifs qu'on branche pas? Comment ils faisaient? Ah si, tu peux sans brancher. Je savais pas. Tu mets le petit galet là que tu fais chauffer là. Ah mais oui, effectivement. Parce que c'est pas un truc que je pratique moi la chicha, mais Bien sûr. Cette séance était incroyable. Puis bon, je sais pas aussi, les gens criaient, gueulaient, c'était. Après, tu vas voir Fast, tu sais pas même la même attente que si tu vas voir un autre genre de film. Voilà, mais bon. Après, effectivement, si j'avais été, si je savais pas que j'allais vivre ça m'aurait peut-être un peu plus choqué. Et toi, t'as une séance à nous partager? Non, c'est juste la fois où toi et moi, on a été voir Black Phone à Beaugrenelle. Je t'ai vu soupirer. La séance de la mort. Non, mais tu te rappelles qu'on a quand même failli se battre? Ouais, c'était chouette. C'était terrible, non. Alors, pour remettre en contexte, c'était le film d'horreur, le fameux film d'horreur à la dernière séance. Alors moi, c'était une des premières et une des dernières fois où j'ai été à une des dernières séances de la soirée pour un film d'horreur. Donc c'était pour le film Black Phone avec Ethan Hawke. Ouais, dans Scott Derrickson, sorti en juin dernier. C'est ça, dans le rôle du méchant. Et en fait, il y avait un jeune adulte, adolescent jeune adulte, qui faisait un bruit tellement fort qu'on n'entendait pas les dialogues. Et j'exagère même pas. Alors, savoir qu'en plus, pas du tout. La salle, c'était la salle Dolby, je sais pas quoi. Donc, en plus, c'était la salle avec son le parfait, méga etc., son. etc. Donc, je me rappelle que toi et moi, Morgane, on était allés voir pour le vigile, qui a essayé de leur dire d'arrêter. Il est parti, ils ont recommencé. Bref, ça a été un enfer. Et en fait, il y a eu plusieurs reprises où je me suis tournée parce que j'étais pas contente, mais sans manifester mon mécontentement. Sauf qu'à la fin de la séance, le type en question qui était avec ses deux cousins ou je ne sais qui, je m'en fiche, est venu m'alpaguer en me disant un problème. Je dis oui, t'as gâché la séance à tout le monde. Enfin, j'allais pas me dégonfler, sauf que le ton est monté. Donc, j'ai menacé de m'énerver. Il a menacé de s'énerver. On a failli se mettre sur la figure. Tout le monde était de notre côté parce que le type avait été infernal. Et en fait, à force de provocation, il s'est pris une benne. Ouais, d'un type qui était chaud, quoi. Voilà, qui était chaud et baraqué parce que sa copine a été insultée. Bref, je passe les détails. Mais le type s'est retrouvé avec une énorme marque sur le visage. Et on est sorti hyper énervé. On est rentré se coucher. Enfin, voilà, quoi. C'était horrible comme séance. Enfin, j'ai jamais hurlé comme ça en sortant d'une séance. Enfin, comme quoi, ça peut vraiment nous taper sur le système. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Ouais, alors juste te dire que... Non, vas-y, dis-moi. Non, juste te dire que, après, il ne faut pas que ça empêche les gens d'aller au cinéma. Hein, non, mais bien sûr. Et que c'est pas parce qu'il y a certaines séances que ça se passe mal que, en fait, l'ambiance se détériore. Je pense qu'en fait, ça dépend des films, ça dépend de plein de critères, en fait. Oui, non, mais c'est comme le fait de dire oui, je prends plus la voiture parce qu'il y a des accidents de la route. Enfin, on va pas s'empêcher de vivre pour autant, quoi. Voilà, c'est tout. J'étais juste envie de terminer sur une note positive. Mais tu as raison. On passe au film de cette quinzaine ? Allez, c'est parti. Lion d'or à Venise, toute la beauté et le sang versé est le nouveau documentaire de Laura Poitras qui a surtout été remarqué à l'occasion de la sortie de Citizen4, un autre projet qui était cette fois consacré à Edward Snowden et qui avait remporté un Oscar pour l'occasion. Avant de voir si oui ou non toute la beauté et le sang versé est à la hauteur de son parcours, Morgane, est-ce que tu peux nous en dire plus sur son sujet ? Bien sûr. Alors, Nan Goldin, si je le dis bien, a révolutionné l'art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Une immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable qui depuis des années se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mènent au cœur de ces combats artistiques et politiques mus par l'amitié, l'humanisme et l'émotion. Je n'avais pas vu un documentaire aussi bien fichu que Toute la beauté et le sang versé depuis un petit moment.
Il y a beaucoup de matière à l'intérieur. Laura Poitras, en fait, elle mélange des images projetées en diapositive de photos prises par Nan Goldin. Donc, on a aussi des moments qui sont filmés à la webcam, au téléphone portable, des moments filmés avec des vieilles caméras, avec des caméras numériques pour les scènes d'activisme qui se déroulent dans les plus grands musées du monde. Parce que, en fait, la famille Sackler, pour, on va dire, laver son argent sale, comme c'est très bien expliqué dans le documentaire, elle a financé pas mal de musées pour les aider à acquérir des œuvres d'art. Et donc, ils avaient, on est obligé de parler au passé, leur nom, Sackler, écrit parfois sur des ailes de bâtiments de certains des musées parmi les plus emblématiques. Donc il y avait l'aile ceci, l'aile cela, et puis l'aile Sackler ou le coin Sackler. Ouais, c'est au Met, notamment à New York. Voilà. Le Louvre aussi, je crois, avait une partie Sackler. C'est ça. Donc les scènes d'activisme concernent essentiellement ça. Bref, tout ça pour dire que au niveau des images qui sont montrées, que ce sont soit des images statiques ou des images mouvantes, il y a beaucoup de matériaux. Ça aurait pu ressembler à un bon patchwork de n'importe quoi. Et en fait, ça tient comme par enchantement. Enfin, en somme, je trouve que c'est un lion d'or qui est archi mérité. Ouais, pourtant, Julie, tu fais bien de parler de ça, parce que moi, pendant, quasiment toute une heure de film, je crois qu'il en fait 2, hein, j'avais un peu de doute sur ce numéro que je qualifierais d'équilibriste. Parce qu'au passage, Morgane, il n'y a pas de récit qui se déroule selon une temporalité classique. Oui, bien sûr. Enfin, oui et non. Il y a quand même une continuité dans chacun des récits. Mm-hmm. Heureusement. C'est pas... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne part pas du passé pour arriver au présent. Non, voilà. Tout se chevauche. C'est en parallèle. Mm-hmm. Et ça se chevauche. Mais bon, on reste quand même sur une continuité chronologique. Ça part des années 50-60 à les années 90, 2000. Et aussi l'affaire de Nan Goldin face à la famille Sackler. De 2017-2018 à le Covid, je crois, ça se termine là récemment. Oui, parce qu'à un moment, on les voit porter des masques. Donc voilà. Et en fait, moi du coup, effectivement, il y a beaucoup de choses dans le film. Et le fait que le film se concentre sur l'activisme d'un côté, de l'autre côté, les flashbacks qui sont en fait pas des flashbacks, mais des images d'archives commentées par Nan Goldin des années 60, donc son enfance dans une banlieue, je sais plus de quelle ville, mais voilà, jusqu'à les années 90. Je crois que ça se termine, le récit comme ça, du passé aux années 90 à l'après-sida, à ce niveau-là. Et c'est entrecoupé donc par comme tu disais, des sortes de séries de photos. Oui, des diapositives en fait. Qui sont oui, parce qu'elle, c'était un peu sa spécialité. Elle faisait des présentations de ses photos en diapositives en fait. Et du coup, c'était fait de cette manière. Et du coup, c'est entrecoupé. Effectivement, là par contre, ça arrive comme ça d'un coup. Tu te demandes quel est le rapport avec ce qu'on regarde. Mais en fait, si, parce qu'en fait, c'est connecté. Ça devait être à l'époque où on était dans le récit. Et on voit les gens, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'art de pas de Laura Poitras, de Nan Goldin, c'est qu'en fait, elle mêle sa vie intime, parce qu'elle se met en scène dans ses photos. Complètement. On la voit plusieurs fois dans ses propres photos. Voilà. Et social, du coup, ses amis, etc. Et en fait, du coup, ça a un rapport aussi avec l'art, son propre art, et ce que nous raconte le film, donc sur la vie de Nan Goldin. Donc en fait, oui, pendant une heure, on se demande, mais où est-ce qu'elle nous emmène? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'en fait, le film, il aurait pas dû se concentrer que sur un sujet et sur un autre? Et en fait, non, ça devient une force dans le film, parce que du coup, on sort un peu du truc un peu... je te disais, le film a un peu un côté reportage Arte sur la partie de notre époque, tu sais, sur l'activisme face au Sackler. Et en fait, ça permet le film de décoller et en même temps de mener sa barque... idéologique sur le fait de joindre la réalisatrice Laura Poitras et Nan Goldin, en fait l'idée que les photographies, l'art en tant que souvenir imprimé se joint au documentaire qui est en fait c'est un documentaire d'archiviste plus qu'un documentaire qu'on peut voir chez Agnès Varda qui n'est pas forcément une archiviste. Elle va filmer mettre en scène des gens, etc. dans le réel, mais c'est pas un cinéma du réel en fait. Poitras, c'est plus un cinéma d'archiviste, même si pour le coup la partie Sackler, Goldin, ça rejoint ça, mais le film c'est
30-40% de ça et 60% d'archives. Voilà. Oui, et puis il y a des moments où, j'en parlerai un peu plus tard, le réel s'immisce vraiment dans le documentaire. Mais après, je vois ce que tu veux dire, Morgane, quand tu parles du fait d'éviter quelque part le docu Arte de peu au moment de l'activisme. Parce que bon, on va pas se mentir, moi ça m'a pas gêné, mais toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras, c'est pas un documentaire qui est, comment dire ça, qui est brillant d'un point de vue artistique. C'est un peu bizarre ce que je dis là, mais disons que on n'est pas chez du Herzog par exemple. Au niveau de la caméra, la manière dont les choses sont filmées, etc. Et encore, Herzog, c'est différent parce qu'en fait, ce qui est intéressant chez Herzog, c'est ces documentaires, il s'inscrit lui-même dans le documentaire. Il commente, il parle, il va interroger les gens, il se met en scène même si on le voit pas. Alors, Laura Poitras intervient, mais c'est toujours très rare Voilà. et très précis et très raccourci dans certains laps de temps. C'était pareil dans Citizen4. Ouais, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc, pour ça, je peux pas trop comparer ce qu'elle faisait avant, mais effectivement, il y a un style qui est pas forcément celui dont j'ai l'habitude de voir dans les documentaires où moi, oui, voilà, j'ai plutôt de l'école Herzog, on va dire, Varda, ce genre de documentaire-là. Mais du coup, pour parler de ce que je retrouve là-dedans et au niveau de Citizen4 que j'avais beaucoup apprécié, c'est déjà le fait de se consacrer. J'allais faire un mélange entre concentré et consacré. Bah, le mot n'aurait ressemblé à rien, mais on va dire de se concentrer sur une figure considérée comme majeure parmi les lanceurs d'alerte. Mais aussi là, donc, de parler d'autre chose que de son histoire. Enfin, Poitras, de ce que j'ai remarqué, elle aime beaucoup insérer du réel dans les documentaires. C'est-à-dire, en fait, elle va pas juste faire en sorte de, par exemple, bon, bah, Citizen4, c'était Edward Snowden, donc elle va pas juste raconter la vie d'Edward Snowden. Là, on va dire que toute la beauté et le sang versé, c'est Nan Goldin. Bah, elle va pas juste raconter la vie de Nan Goldin. C'est-à-dire qu'elle va montrer ce qu'elle fait, raconter sa vie, et en même temps, dès qu'il y a quelque chose qui vient perturber le déroulé présupposé du documentaire, elle va le prendre, elle va l'insérer dedans de force. C'est pas des trajectoires qui sont aussi linéaires que ce dont elles ont l'air. Ben là, par exemple, pour toute la beauté et le sang versé, l'événement comme ça qui vient perturber le bon cheminement du documentaire, c'est quand Poitras, elle a fait le documentaire, Nan Goldin et ses soutiens, en fait, se sont retrouvés pris en filature par quelqu'un qu'ils ont supposé être relié directement à la famille Sackler. Et ça, ce genre d'imprévu, comme je le disais, elle aime le mettre en scène. Elle fait avec, elle montre comment ça se traduit. On dirait qu'elle fait comme des trous dans son documentaire. Et puis dans ces trous, elle va mettre ça. Et je trouve vraiment que c'est là qu'elle se démarque des autres. L'autre point commun que je retrouve Citizen4 et celui-là, qui porte plus sur le fond, donc c'est que souvent, pour moi, elle prend des personnes, donc, comme je le disais, qui sont des lanceurs d'alerte, mais des lanceurs d'alerte sur des sujets dont on parle pas forcément. Alors, toute proportion gardée, je parle nous en France, parce que ce sont des sujets outre-Atlantique qui sont bien plus considérés, mais nous, en France, on n'en entend pas forcément parler. Là, tu vois, Morgane, où je veux en venir, c'est la fameuse crise des opiacés aux États-Unis. Alors, en France, on va dire que certains vont se dire que c'est qu'un problème de drogués. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que quand même, pour rappeler les chiffres, donc 2021 aux États-Unis, c'est une année de triste record. 2021, il y a 107 000 personnes qui sont mortes d'une overdose. 107 000, c'est énorme. Ça veut dire que c'est une personne toutes les 5 minutes, c'est vertigineux. Et on ne parle pas que de personnes qui, parce qu'un jour, elles trouvaient ça génial, elles ont voulu tester une drogue et hop, elles font des overdoses. Non, on parle de n'importe qui. Madame Michu, et je rigole pas, hein, qui va chez le docteur, il est arrosé par les labos, il lui dit « Oui, pour votre petite douleur au genou, on va vous prescrire un médicament. » Et en fait, c'est un médicament qui, au bout de quelques cachets, provoque une accoutumance parce que dedans, il y a des molécules qui ont des effets similaires à d'autres drogues. Donc en fait, comme le médicament, on n'a plus d'ordonnance,
On va trouver d'autres qui sont plus faciles à trouver, sans ordonnance, qui sont souvent mélangés avec des trucs immondes. Et en fait, comme ça, de produit en produit, on se retrouve un jour à taper à une overdose et à mourir. C'est quand même un sujet qui a fait un peu parler Morgane en France par rapport à la fameuse vidéo où on voyait des Américains déambuler comme des zombies. Je sais plus où c'était aux États-Unis cette vidéo. C'est soit Détroit, soit Philadelphie, je sais plus. Mais je pense que ça te dit quelque chose où on en voyait en pleine journée en fait qui était en manque de fentanyl parce que par exemple la plupart de ces overdoses, si je dis pas de bêtises, sont dues au fentanyl. Ouais, c'est ça. J'avais écrit dessus en fait sur ce plan de 47 minutes. La version longue, je crois que c'est 47 minutes. J'avais écrit un texte dessus pour Chaos Reign où j'avais étudié la question. J'avais lu l'article du mec qu'on voit dans le, je sais plus son nom, le journaliste qu'on voit dans le film là, de le reportage, parce qu'en fait il se mêle à la lutte. Oui. Et où on comprend en fait le bordel que c'est aux États-Unis et que en fait effectivement les gens qui commencent à prendre des oxycodone, donc c'est le médicament commercialisé par les labos de la famille Sackler, qui en fait contient des opiacés et en fait et qui sont des opioïdes comme on dit, et en fait ces gens vont à force de prendre ça devenir indépendants et en avoir besoin, et ils vont commencer à en réclamer plus et en fait ça coûte cher, ils ont plus d'ordonnance, et en fait la seule manière d'y parvenir c'est de prendre des trucs dans la rue, et en fait on leur vend du fentanyl souvent, et en fait le fentanyl c'est ultra puissant et tu fais des overdoses et c'est souvent coupé avec d'autres produits qui sont dégueulasses. Voilà. Et en fait on se dit mais c'est horrible, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un pays il y a des familles qui juste pour devenir riches n'en ont rien à faire et organisent littéralement des tueries de masse, et le pouvoir ne s'en saisit pas parce que la justice ne peut rien faire pour. C'est ça. Et puis le film le montre bien, justement. À la fin, il y a un tribunal, et en fait, ils ont... Comment dire ? On leur retire... d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On leur retire j'ai plus le nom du labo, en fait, parce que c'est la famille Sackler, mais ils ont un labo, j'ai plus le nom du labo, mais... Alors, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que... moi, j'appelle ça une magouille juridique. Mais non, mais c'est exactement ça où je voulais en venir, ouais. C'est une magouille juridique. C'est-à-dire que, en fait, donc, la famille Sackler, en gros, déclare que l'entreprise donc, qui fabrique les médicaments est en faillite. Comme ça, toutes les poursuites judiciaires, elles tombent sur l'entreprise, mais en fait, elles tombent pas sur eux en tant qu'individus. Donc, eux, en tant qu'individus, ils ont pris tout l'argent, parce que pourquoi l'entreprise est tombée en faillite ? C'est que pendant des années, au cas où, ils ont siphonné au fur et à mesure ce qui en sortait. Donc, eux, ils ont les poches bien pleines. Ils feront peut-être pas autant d'argent qu'auparavant, mais on va pas les plaindre parce qu'ils s'en sortent à merveille et avec un sacré paquet de fric. Ah, il me semble que c'est 10 milliards en fait qu'ils ont. Ah non, mais il y a plusieurs milliards. Oui. Et c'est hallucinant. Et la justice ne peut rien contre ces gens. Ça rend fou. Voilà. Et donc en fait, le film, c'est ça. Il y a l'aspect politique du film qui est fin et qui vise juste. Et il y a ce côté aussi un peu intime qui est percutant, et notamment le film reste pudique et non voyeuriste, mais il y a quelques moments où on accède à des moments d'intimité qui sont très forts et qui nous ébranlent. Il y a cette séquence notamment où les victimes ou les proches des victimes, parce qu'il y en a qui sont décédés malheureusement, donc des oxycontin vendus par les Sackler, qui se confrontent par l'intermédiaire d'une chatroom à leur bourreau, parce qu'en fait après le jugement il y a quand même eu ça en fait on va dire de compensatoire, enfin c'est maigre, c'est minime, mais enfin il y a au moins eu ça. Ils ont dû assister à des témoignages des gens qui sont venus leur dire via une chatroom, parce que je crois que c'était pendant le Covid, donc ça pouvait pas être en direct, face, ouais. Et ils étaient obligés du coup d'avoir leur caméra ouverte, etc., pour qu'on voit qu'ils assistent bien à ça. Et du coup, tous ces gens ont témoigné. Il y a des moments où il y a quelqu'un qui met un enregistrement téléphonique d'une personne qui dit que son conjoint ou son... Enfin, on ne sait pas quelle est la nature, mais je crois que c'est son conjoint qui est en train de faire une overdose, et que du coup, il est en train de mourir en fait au téléphone. Et enfin, voilà, c'est d'une violence, et en même temps, c'est... après tout ce cheminement, tout le film, ça c'est vraiment une espèce de... Enfin, ça te fout droit, c'est super beau comme moment. Et l'autre moment aussi percutant, c'est sur la mort tragique de la sœur de Nan Golding, quand elle fouille dans les
dans les différents... Parce que bon, pour expliciter, sa sœur, en fait, Nan Goldin, elle était lesbienne dans les années 50-60. Et à l'époque, c'était considéré comme une maladie mentale. Oui, ça aurait été considéré comme une déviante. Voilà. Et du coup, ses parents qui n'ont pas du tout accepté ça, l'ont emmenée dans des différents instituts de santé mentale. Et du coup, elle a été droguée, enfermée. Voilà. Et elle s'est enfuie plusieurs fois. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est suicidée en fait, se jetant sous un train. Et Nan Goldin, on comprend qu'à un moment, elle a demandé à avoir accès à tous les comptes rendus, etc., des médecins qui avaient eu sa sœur en patiente. Et en fait, on se rend compte que le problème, c'est la personne qui devrait être enfermée, c'était sa mère. Parce que sa mère n'acceptait pas du tout que sa fille soit lesbienne, et c'était un point maladif en fait. C'est-à-dire qu'un des praticiens qui s'occupait de sa sœur a déclaré qu'en fait, après, on va dire, analyse médicale et psychologique des parties prenantes, c'était la mère de Nan Goldin qui avait manifestement le plus de troubles d'ordre psychiatrique. C'est ça. Et en fait... ce personnage de la sœur de Nan Goldin, c'est très beau, et c'est, comme je le pense, c'est ce qui constitue le punctum du film. C'est-à-dire, le punctum, c'est une théorie de Barthes qui dit que c'est le détail d'une image qui lance le désir au-delà de ce qu'elle donne à voir. Et donc, en fait, ce personnage de la sœur qui est central du film et en même temps qui est absente parce qu'elle est morte, c'est elle qui embarque en fait tout le film. On comprend en fait pourquoi Nan Goldin elle est devenue artiste, pourquoi elle s'est attachée à être proche des marginaux, pourquoi elle combat de manière avec plein de vigueur, parce qu'il n'y a pas que les gens victimes de l'Oxycontin. Elle était aussi proche des gens à l'époque du sida, des gays. Elle avait fait partie je crois que c'est elle qui avait mené toute une exposition sur ça qui avait été contestée. Enfin voilà, tout ça fait que il y a vraiment une beauté de ce personnage et qui est très émouvante en fait. Le film est émouvant en fait, et c'est ça qui est fort. Je trouve, mais effectivement, de tous les sujets abordés par le documentaire Yanadeta, en fait, ce sont les logiques individuelles aux prises dans les systèmes de rapports de domination qui font le lien entre tous. Il y a des femmes et des hommes qui sont démolis face à des familles impunément riches, grâce au fameux sang versé, pour reprendre une partie du titre du documentaire. Il y a les principaux coupables, donc ceux-là qui échappent à la justice. Il y a la justice elle-même qui est une affaire de dominants. Il y a comment les gens morts du sida qui n'ont rien pu faire contre ceux qui les dominent, alors que voilà, je veux dire, ils ont été laissés pour compte, on ne s'est pas occupé d'eux parce que c'était des gays, qu'ils étaient considérés comme des déviants, et que du coup, il ne fallait pas parler de la maladie qui les touchait. C'est assez affreux. Et de manière générale, comment des personnes en fait, qui ont juste essayé de vivre en dehors de la norme, et disons pas en dehors de règles donc établies, se sont fait constamment conspuer. Nan Goldin, quand on regarde le documentaire, il y a quelque chose quand même en dehors de sa force qui se dégage, c'est une mélancolie profonde. On dirait que par rapport à tous les gens à qui elle fait référence, et donc aussi son entourage, on dirait que c'est la seule survivante, que tout le monde est mort. Et je ne parle pas seulement de sa famille ou quoi que ce soit. Et elle n'a pas non plus 85, 90 ans, elle en a à peine 70. Et en fait, tout le monde semble mort. Et la plupart du temps, pas d'une mort naturelle. C'est assez affreux. C'est-à-dire qu'on se dit que dans son entourage et dans les groupes sociaux dans lesquels elle a évolué, qui sont, je le rappelle, des groupes qui ont été dominés, c'est comme si la mort naturelle était encore une forme d'exception. Et donc, elle est toujours là. Elle tente par ses propres moyens de faire ployer un système qui va pas s'effondrer. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans le monde des bisounours, on s'en doute. Le documentaire, il est très clair là-dessus. Mais au moins, un système qui pourra plus tourner aussi librement qu'auparavant. Il y a beaucoup de colère dans ce film, mais
je dirais qu'il y a aussi une acceptation de la frustration et de la moindre victoire qui peut venir, qui peut être obtenue. Et quelque part, ça laisse un message qui est qu'il faut jamais vraiment lâcher l'affaire. Ouais, c'est ça. Et je te rejoins, Julie, sur... Oui, c'est effectivement une survivante, en fait, et une miraculée, parce qu'elle l'explique, en fait, que... elle-même, elle a été emmenée dans des instituts quand elle était jeune, parce qu'en fait, elle se rebellait. Elle avait été marquée par la mort de sa sœur, et en fait, elle a eu de la chance, elle a rencontré un jeune homme dans son orphelinat, parce qu'en fait, elle a été laissée un orphelinat alors que ses parents étaient encore en vie. Hein. Et ça va même plus loin, Morgane, mais l'activisme qu'elle mène, elle s'est pas juste intéressée aux opiacés comme ça, c'est qu'elle a été victime de ce médicament. Oui, elle a failli en crever de ouais, l'overdose. c'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est tout à fait ça. Et du coup, elle a rencontré ce jeune homme, et en fait, qui lui dit, tu fais des photos, c'est super ce que tu fais. Et en fait, elle a a eu sa vocation de photographe, et voilà, en fait, tout ça fait c'est une miraculée, qu'elle a eu de la chance, et elle s'en sert, c'est une force pour continuer à lutter, et aussi via son art à rendre hommage aussi aux personnes qui étaient à ses côtés, les marginaux notamment, et qui sont plus là en fait, mais qui continuent à être là via ses photos. Et Laura Poitras a réussi à rendre ça de manière assez cohérente, malgré effectivement tout le maelstrom d'images qui s'impacte, parce qu'en fait oui, le film pourrait être imbuvable, mais il ne l'est pas, et c'est un tour de force. Je trouve, et puis c'est typiquement le genre de documentaire en fait que je mettrais devant les yeux de quelqu'un qui n'en regarde pas, qui saurait pas par où commencer pour en regarder, parce que voilà, malgré tout de ce dont il parle, il le fait si bien, encore une fois, de manière si accessible que c'est une bonne porte d'entrée pour le documentaire. On passe de l'action activiste au film d'action tout court avec John Wick 4. John Wick 4 est comme son nom l'indique, le 4e épisode de la saga John Wick, qui a relancé Keanu Reeves au milieu des années 2010 après une traversée du désert. Créé par Chad Stahelski, ancienne doublure cascade de Keanu Reeves sur les films Matrix, John Wick, qui fait la part belle à la castagne, a remis en avant le cinéma d'action à l'ancienne, tout en affirmant des influences issues notamment des polars hongkongais et des wuxia-pian, le genre de film de KPDP chinois. À chaque film, le budget a quasiment doublé. Avec un budget avoisinant cette fois les 100 millions de dollars, John Wick 4 est définitivement l'épisode le plus ambitieux de la saga. Julie, peux-tu nous résumer le film ? Ça va aller vite. John Wick 4, c'est John Wick qui veut définitivement se débarrasser de l'emprise de la table sur lui. Donc la table, c'est quoi dans la saga John Wick ? C'est, on va dire, la tête pensante et dirigeante de l'organisation des criminels à travers le monde. Oui, c'est ça, c'est les Illuminati, quoi. Oui, voilà, c'est les Illuminati. Ah ben voilà, prenons les Illuminati. Donc pour cela, John Wick est prêt à tout et confirme plus que jamais la légende noire qui précède ses pas, celle d'un croque-mort qui frappe à tout va et laisse des tas de morts sur son passage. Ah ouais, tas de morts, je crois que si on fait le body count, là, on en est à quasiment 1000 personnes tuées sur les 4 films. Mais je me demande si quelqu'un a vraiment compté le nombre de morts total dans les films de John Wick. Je suis quasi sûr que oui. Je pense que oui. Alors, je sais pas, faudra regarder, mais je pense qu'il y en a qui l'ont fait, ouais. Il y en a qui l'ont fait pour des films d'horreur, pour Freddy, Jason et tout, donc je pense que ça doit le faire pour John Wick. Donc il est vrai que le scénario n'a jamais été la force principale des John Wick. On pourrait très bien s'en passer. Je crois que c'est ce que fait au fond Chad Stahelski avec ce 4e épisode qui en fait ne fait que épaissir la mythologie conspirationniste de la saga pour justifier des scènes de combat qui sont d'une durée démesurée. Toutefois, ça n'empêche pas les séquences dialoguées d'être aussi bêtes que jouissives. D'ailleurs, Stahelski filme ces scènes comme selon mon avis, des préliminaires au combat. C'est comme une sorte de rite. Il y a déjà des foires, c'est déjà la foire d'empoigne quoi, entre les différents adversaires. Et c'est assez jouissif, notamment les personnages qui sont les méchants. Je pense au personnage joué par Bill Skarsgård qui est censé être un Français. Et, on n'y croit pas. Quand il parle français, il a un accent, c'est dément. Et je pense qu'au final, il est tout à fait conscient de ça. Bien sûr, c'est volontaire. Mais il y a un truc très cartoonesque en fait, et aussi baroque. C'est assez génial, ouais. Et voilà, donc d'abord dans le film on se parle et après on se met sur la gueule. Oui, c'est ça. Et parfois on fait l'inverse, mais là où je te rejoins sur le scénario Morgane, c'est qu'on sent bien que oui,
S'il pouvait s'en passer, Stahelski le ferait sans problème. Et ce que moi j'appellerais sécheresse dans son John Wick 4, c'est-à-dire qu'il s'agit du film avec le scénario le moins épais des quatre, je trouve, pour moi ça prouve plusieurs choses. Premièrement, qu'un film c'est pas qu'un scénario. Il y a des bons films qui ont des scénarios qui tiennent sur une feuille de papier, celui-ci en fait partie. Deuxièmement, qu'on n'est pas obligé de nous faire tout un discours avec des gentils et des méchants pour croire à un film. Ici, on a de très belles scènes d'action étirées à l'extrême, elles sont cohérentes, elles sont très bien cadrées, elles sont très bien filmées et elles sont rythmées par un humour facile d'accès, c'est du grand spectacle. Troisièmement, j'ai envie de dire, c'est aussi ça le cinéma, je vois pas pourquoi il faudrait qu'un film soit ceci ou cela. Un film, c'est plein de choses. Il y a des films avec des scénarios complexes, d'autres pas du tout. Il y a des films en couleur, en noir et blanc, des films avec un seul ou deux acteurs, d'autres où ils sont des dizaines. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'un film ne coche pas toutes les cases que c'est pas un bon film. Là, John Wick 4, lui faire le procès du mauvais scénario, c'est juste passer à côté de l'essentiel du film. Ce qui fait du cinéma de qualité, ça reste encore une fois sa mise en scène. Ouais, tout à fait, Julie. Et puis je pense qu'on ne peut contester que Chad Stahelski est un vrai cinéaste. Alors que bon, certains pouvaient avoir des doutes parce que effectivement, avant c'était un cascadeur. Il a été coordinateur des cascades sur certains films. Et voilà, on lui a donné ce projet-là, qu'il avait mené et coécrit, je crois, à l'époque. Et voilà, maintenant, au bout de 4 films, son style s'est affiné. Et en fait, oui, il est accompli, en fait. Voilà, pour moi, c'est un cinéaste. Et il a une mise en scène particulière de l'action qui est basée sur un découpage quasi absent, en fait, qui sont des plans... ces scènes sont composées de plans d'une durée plutôt longue. Il y a rarement des plans de 2-3 secondes, c'est toujours au moins 5-6 secondes. Pour être parfois plus long. Il filme ça à distance. On n'est pas concrètement au cœur de l'action, on y assiste plutôt comme si on était au théâtre, en fait. Le principe de cette mise en scène, c'est que il filme des combats comme des numéros de comédie musicale. C'est un ballet décor qui se déroule dans des décors très artificiels qui ont pour objectif donc, à la fois d'embellir visuellement les scènes de combat et d'être également exploité dans ces mêmes combats. Je pense notamment, par exemple, pour citer la scène du premier combat, si on peut l'appeler combat, la première baston qui se passe dans un hôtel à Osaka, il y a une séquence avec des panneaux en fait qui sont comme des kakémonos. Oui, on dirait des musées. En fait, on dirait qu'ils se battent dans des musées. Oui, c'est ça, en fait, c'est assez marrant. Et en fait, il se sert de ça pour se cacher derrière, traverser le truc parce que c'est en verre, donc il traverse. Il y a une utilité du décor aussi comme arme, en fait. Beaucoup de jeux de dupes avec des miroirs. Oui, c'est ça. Non, mais oui. Et donc, en fait, John Wick 4 ne comporte que 3 très longues scènes de combat. Comme je disais au début, il y a un hôtel à Osaka. Ensuite à Berlin dans une boîte de nuit et ça se finit à Paris et pour le coup c'est toute la ville qui est un décor de combat. Le motif de la boîte de nuit c'est d'ailleurs un motif très récurrent dans la saga John Wick. Je crois qu'il y en a une dans chacun des films, ouais. C'est vraiment... C'est un peu le running gag de John Wick, quoi. Ouais, et en même temps je comprends, disons qu'il a fait il a fait des cascades sur Matrix et tout et puis c'était vachement à la mode de faire des scènes de combat dans les boîtes de nuit à l'époque et voilà, il perpétue ça. Et donc la scène de Paris, je vais revenir dessus, c'est pour moi celle qui contraste avec les deux autres scènes de combat dans le film, c'est aussi pour moi l'acmé de toute la saga John Wick. C'est la seule fois où en fait ça se passe dans un décor réel, mais au sens où le réel est lui-même utilisé dans la séquence. Parce que New York, à la limite, dans les John Wick, c'était il y a une course-poursuite de voitures, mais au final c'était utilisé plus comme un décor lambda, parce que d'ailleurs on se souvient quand on a revu les films, toi tu nous avais pas vu, on se demandait dans quelle ville c'était en fait, parce que en fait la ville elle importait peu à ce moment-là. Ça avait l'air d'être New York sans être New York, tandis que là, et je le dis d'autant plus qu'on vit à Paris, c'est bel et bien Paris avec son arc de triomphe. En fait là il prend plaisir à tourner dans les lieux
mythique de Paris. Comme tout bon Américain ferait quand il tourne un film à Paris, sauf que là, en fait, il va s'en servir de manière intelligente, je veux dire, intelligente, oui, comme un objet de cinéma de combat, en fait, notamment la scène de l'Arc de Triomphe. Il s'en sert pas pour dire, oh, regardez, c'est l'Arc de Triomphe. Il sait très bien que la place de l'Étoile, c'est un bordel en termes de circulation. Avec des embouteillages monstres. Et en fait, la scène devient un truc assez fou où il va se servir des voitures pour s'entrechoquer sur notamment sur John Wick, mais aussi sur ses adversaires. Et ça crée un embouteillage monstre. Et du coup, il se sert des voitures pour se cacher derrière, pour sauter dessus. Enfin voilà, il y a vraiment un côté jouissif à ça. Et pareil, il y a la scène des escaliers, des 222 marches, je crois, si je me trompe pas, des escaliers pour monter à Montmartre, qu'on sait très bien que Montmartre, t'as soit le petit téléphérique pour monter au Sacré-Cœur, soit tu te tapes les marches. Et en fait, tous les touristes, je dirais, empruntent le téléphérique quand Français lambda empruntent les marches. Ou passent sur les côtés. Oui, c'est vrai que oui, j'ai l'impression qu'il y a plus de Français que d'étrangers qui prennent les marches. Et là, en fait, oui, en plus, ça se passe, je crois, il doit à tout prix arriver à 6h du matin, sinon son combat n'aura pas lieu, il sera exécuté. Et en fait, donc il lui reste à monter les marches, et en fait, du coup, il va devoir affronter un certain nombre d'ennemis sur ces escaliers. Et il y a un truc très Buster Keatonesque, qu'en fait, c'est le décor qui devient une sorte d'épreuve et de motif de mise en scène pour le combat. Et c'est complètement jouissif. Et je crois que c'est la première fois dans John Wick où il y a cette utilisation du réel qui est tordu complètement, parce que d'ailleurs, c'est assez marrant, on s'est dit ça aussi en regardant le film. Il y a un moment où il est à Porte des Lilas dans un métro, et d'ailleurs le métro qui est utilisé de manière décor de braconnage, où t'as le personnage joué par Laurence Fishburne qui lui file des armes et tout, ce qui est un peu le roi des clodos là, comment on appelle ça, le roi clodo. Je sais plus, on va dire le roi des clochards. Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais moi ce qui m'a fasciné dans cette station de métro Porte des Lilas reconstituée Morgane, c'est qu'on est encore dans le musée, parce qu'en fait, on dirait que, je ne sais pas si c'est une référence à Paris, mais on dirait que c'est un peu le Louvre caché. C'est-à-dire que... Oui, il y a des œuvres d'art. Voilà, en plein air, c'est le Louvre, c'est le musée d'Orsay, etc. Et puis, en fait, il y a une station cachée, Porte des Lilas, où il y a comme des statues et des tableaux volés. Enfin, c'est le fantasme total, mais c'est très marrant. Enfin, moi, ça me fait marrer. Ouais, c'est marrant qu'ils utilisent d'ailleurs Porte des Lilas, parce qu'on sait tous où c'est Porte des Lilas. Enfin, si on connaît un peu Paris, c'est au nord-est, mais vraiment extrême, quoi. Et en fait, quand il doit aller combattre les ennemis, il lui dit « Tu m'emmènes le plus près possible du Sacré-Cœur ». Et on sait que le Sacré-Cœur, c'est quasiment nord-est aussi. Et en fait, il l'emmène d'ailleurs à travers une sorte de fleuve souterrain, je ne sais pas d'où ça vient. Les égouts, ouais. Voilà. Et il arrive quasiment au Trocadéro. C'était très drôle. Il l'a pas du tout rapproché, mais en fait, c'est purement un moyen de partir de là, d'aller au... D'ailleurs, quand il prend la voiture là pour aller vers le Sacré-Cœur, il va à la Place de l'Étoile, le truc à ne jamais faire. En vrai, si t'es à Paris et que t'as une voiture, pourquoi tu vas t'embêter à aller aux Place de l'Étoile alors que c'est de la misère? Nous, on sait bien, Morgane, que c'est pas cohérent, mais ça sert à rien, là encore, de taper sur le film en disant... Oui, mais le film, il n'est pas cohérent parce qu'il fait ça alors que le Sacré-Cœur, il est pas loin de Porte des Lilas en prenant le bon chemin. C'est pas ça. Enfin, je veux dire, le cinéma, c'est pas ça. On s'en fiche qu'il soit pas loin. En vrai, pourquoi il emmène Arc de Triomphe et compagnie? Parce que visuellement, ça envoie du lourd. Non, mais c'est aussi pour l'idée de la séquence des voitures. En fait, voilà. C'est pour ça que je disais qu'il tord Paris d'une manière comme les décors qu'il crée, qui sont purement manufacturés. La boîte de nuit, j'ai vu que c'était une boîte de nuit en fait qui sert en fait pour des événements spéciaux. C'est pas du tout une boîte de nuit utilisée par les gens, c'est un truc où il y a des événements type manifestations artistiques, des choses comme ça, et du coup il a refondé pour faire sa séquence. Et pareil, l'hôtel à Osaka, je suppose que c'est un décor totalement créé de toutes pièces, alors que là c'est pareil, mais du coup il s'en sert comme un décor créé de toutes pièces, parce qu'en fait il réinvente la géographie parisienne et l'utilité de ce qu'il en fait. Et en fait, voilà, pour moi, c'est l'acmé, le climax, tout ce qu'on peut trouver, le pinacle de la saga John Wick. Oui, c'est un peu le moment qui est le plus réussi, et je trouve ça particulièrement passionnant en termes de réécriture. D'ailleurs, là encore, par rapport à la cohérence, je me rappelle d'un film qui n'a rien à voir, un film de Clouzot,
c'était 36 quai des Orfèvres. Et je me rappelle très bien que... Non, Quai des Orfèvres. Non, pardon. 36 Quai des Orfèvres, c'est Olivier Marchal, grand cinéaste de films d'action français. Alors oui, non, c'est pas celui-là. Voilà. Merci, c'est Quai des Orfèvres. J'ai confondu, mais ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle très bien que dans Quai des Orfèvres de Clouzot, Clouzot montrait la station Nation, sauf qu'en fait, c'est pas Nation, c'est Passy. Et quand j'avais vu le film, je me disais... Mais c'est pas Nation, pourquoi il me dit que c'est Nation? Mais on s'en fiche. S'il a envie que ce soit Passy, il a envie que ce soit Passy, c'est son cinéma. Si là, pour les besoins de John Wick, eh bien, pour, on va dire, le style, la gloriole, ce qu'on veut, il faut tordre Paris et faire dire à Paris ce qu'on a envie que ça dise, eh bien, très bien, allons-y, quoi. En fait, ce qui est plus intelligent dans la démarche de Stahelski qu'on peut avoir dans, par exemple, Emily in Paris, c'est que c'est carte postale, mais il détourne la carte postale pour en faire un truc purement ludique. Complètement. Et c'est ça qui est bien, quoi. Pareil pour les adversaires de John Wick à Paris. Alors moi, j'ai trouvé ça désopilant, qu'ils portent tous des bérets. Enfin, c'est ridicule. On sait très bien que les Parisiens portent pas des bérets, mais on s'en fiche. C'est pour rigoler. C'est parce que dans la tête des Américains, on porte tous des bérets, on mange tous des baguettes à toute heure. Ils se servent de ce cliché-là. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais lu un texte sur le John Wick 4, là, je crois que c'est Olivier Lam pour Libé, il compare les ennemis de John Wick à des PNJ dans des jeux vidéo. Et c'est vrai, et en fait, dans les jeux vidéo, souvent, quand des niveaux qui se passent dans différents pays, t'as des signes de reconnaissance. Et en fait, là, effectivement, pour les Français, c'est le béret. Voilà. Limite, il sort pas la baguette. Et du coup, quand il est à Osaka, oui, ils ont des têtes d'asiatiques, c'est des yeux bridés, c'est pas forcément, c'est plutôt simple à déterminer, mais ils ont aussi des sigles japonais. Enfin voilà, c'est ça. Il y a chaque personnage a son truc ostentatoire pour savoir de quelle origine il est. Voilà, c'est ça qui est marrant. C'est vrai que plus que la baguette, c'est l'arme qui sortent les Parisiens. Mais du coup, tu parles du réel, Morgane, mais moi, ce qui me fait marrer en fait dans John Wick, c'est comment Stahelski il montre ce réel sans jamais s'attarder ensuite sur les conséquences possibles des actes de John Wick. Tout ça est comme nul et non avenu, on n'en a rien à faire. Bon, il tue des gens, tant pis, on n'a pas le temps de s'attarder, on passe déjà à la suite. C'est quand même une drôle de saga avec des choix que j'ai trouvés au fur et à mesure qu'on avançait du 1 au 2, au 3 et donc là au 4, avec des choix de plus en plus radicaux et uniques en son genre, parce que normalement, en fait, c'est bizarre, mais quand on s'affranchit du réel à ce point, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfonce dans le genre. Donc on va faire du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction ou que sais-je. Et en fait, John Wick, c'est rien de ça. Enfin, quand on y pense, c'est rien de ça. Alors ils ont parfois des costumes un peu fantaisistes, un peu excentriques. Les personnages, ils sont souvent hauts en couleur. Mais en soi, c'est des armes telles qu'on en connaît, ils sont en costume, enfin, il n'y a pas de magie, il n'y a pas quoi que ce soit d'armes futuristes, enfin, je veux dire, c'est des flingues classiques, quoi. Et voilà, c'est une sorte de réalité parallèle, mais qui se base sur uniquement des éléments existants, sauf un seul. Et le seul élément qui fait un peu fantastique, et le principal, c'est que John Wick, au final, il survit toujours envers et contre tout. C'est une espèce de vampire. D'ailleurs, autre chose qui m'a fait marrer sur les John Wick, c'est que pendant 4 films, on le voit presque jamais manger ni dormir. Moi, je trouve ça fantastique. C'est tout juste s'il boit de l'eau ou de l'alcool. Ouais, surtout que dans certains films, il y a une sorte de continuité dans la durée, notamment le 3, où en fait il enchaîne les journées, et il y a un moment on va dire il va dormir, mais non, en fait il s'arrête jamais. Enfin, pour moi, vraiment, ça ressemble à un vampire, ce personnage. Mais donc, un peu comme, on va dire, Marvel, mais en beaucoup mieux, John Wick, en fait, c'est aussi une saga qui s'autocite constamment. C'est donc un film, le 4, compliqué à appréhender si on n'a pas vu les précédents. Je le déconseille même si on n'a pas vu ni le 1, ni le 2, ni le 3, c'est pas très utile. Sinon, on comprend pas trop ce qu'on fait là. La mythologie que clôt ce 4e volet, parce qu'on n'est pas encore sûr qu'il y en ait un 5e ou pas, rien de moins sûr. Alors en fait, il était censé tourner le 4 et le 5 d'affilée, mais en fait, entre-temps, il y a eu Matrix Résurrection. Keanu Reeves avait un emploi du temps plus compliqué
à gérer. Du coup, le 5, il a été repoussé. Donc, et la scène de fin du 4 laisse penser que c'est peut-être la fin de la saga, mais il a dit qu'éventuellement il fera un 5, donc peut-être qu'il va revenir, Keanu Reeves. Moi, j'y crois parce que ce sont des films qui rapportent beaucoup, donc je pense qu'il y aura forcément un ou des producteurs pour mettre, enfin, on va dire des investisseurs pour mettre de l'argent sur une conclusion avec un 5e. Oui, et moi, je voulais juste dire, enfin, je sais pas. Oui, non, je t'en prie, vas-y. Tu voulais conclure, non? Non, pas encore, justement, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais dire que toujours sur l'idée que, en fait, c'est à la fois un vase clos, mais pas vraiment, mais c'est marrant, dans John Wick, il n'y a pas de police dans les... Ils s'entretuent tous, mais il n'y a jamais de force de l'ordre, en fait, qui s'entremêlent à ces combats qui sont complètement chaos. Et en fait, c'était marrant, parce que déjà, dans le 3, il y avait cette idée-là. Ça fait partie du délire conspirationniste de la saga, qui est purement jubilatoire et pas il est conspirationniste Chad Stahelski, voilà. Non, en fait, ils ont leur propre police. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin du 3, ou au début du 3 plutôt, où il est déclaré excommunicado, comme ils disent, excommunié, en fait, tous les gens autour de lui se retournent et en fait, tu te rends compte que tout le monde est des assassins dans la ville. Et en fait, c'est ça, en fait, il sait pas qu'il y a des forces de l'ordre, c'est qu'en fait, tout le monde est des tueurs dans la saga, quasiment, ou plus ou moins, mais c'est ça qui est assez marrant. C'est comme si c'était un monde qui était rempli uniquement d'assassins. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont des règles aussi absurdes contre lesquelles John Wick passe son temps à se battre, parce que c'est que ça, c'est-à-dire le film n'a pas d'histoire, parce que John Wick, pendant 4 films, se bat contre des règles qu'il n'a pas choisies, auxquelles il s'est plié, mais en fait, auxquelles il est quasi impossible de se plier si on veut vivre normalement. C'est aussi ça la leçon de ces 4 films, je trouve. C'est qu'il y a un moment... au compte duquel, je ne sais pas si ma phrase est cohérente, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, on va dire, des instants dans la vie où les règles sont tellement pénibles et absurdes qu'on ne peut pas les suivre et qu'il faut se battre contre ça. Et pour moi, en fait, John Wick ne parle que de ça. Ça parle de personnes qui sont pas forcément si différentes les unes des autres. Enfin, je veux dire, John Wick, dans la saga, ça reste un homme normal, parce que certes, alors, bon, ok, il tue beaucoup de gens. Un homme normal. Mais il faut quand même voir qu'il est entouré que de gens qui tuent des gens. Enfin, oui, je veux dire, dans les il y a une normalité. voilà. Il a le même métier que tous ces gens qui font que tuer des gens. Tous les gens qu'il rencontre. La seule différence entre lui et les autres, c'est que lui, il est très bon pour le faire et c'est a priori le meilleur pour le faire. Et en fait, la seule personne qui n'était pas un tueur dans la saga qu'il a rencontré, c'est sa femme qui est morte dans le tout début du premier. En fait, c'est ça, c'est le seul ancrage dans le réel, en fait. Maintenant, il n'y a plus de place pour le réel. C'est go tuer tout le monde, c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que, pour en revenir à la mythologie que clôt ce 4e volet, on s'enfonce de plus en plus dans un décorum fait de personnages qui ont l'air de sortir au hasard de mangas de type shonen, de comics, le tout sur une imagerie qui me rappelle à fond tout ce qui est franc-maçon, en fait. On voit que ça se prend pas du tout au sérieux, il y a un mauvais goût qui est complètement assumé, y compris dans la vulgarité, comme quand on voit un chien uriner sur le visage d'un mort. Et non, juste pour conclure, je voulais aussi parler, si tu es d'accord, Morgane, du fait qu'il y a parfois des mouvements que j'ai trouvés très originaux au niveau de la caméra, ou pour en revenir aux jeux vidéo, tout à l'heure tu parlais des PNJ, mais il y a aussi cette caméra qui se déplace parfois de pièce en pièce, comme dans des jeux vidéo. Moi, ça m'a rappelé des jeux vidéo de type Diablo 3, par exemple. Ouais, c'est asymétrique, ou voire Comment carrément ça s'appelle, ça au-dessus, le point de vue de Dieu, là, je sais plus comment on appelle ça, la contre-plongée, la plongée totale, en fait, à 180 degrés, je sais plus. Oui. C'est une plongée, en fait, où t'as la caméra qui filme le sol depuis la hauteur. Et oui, ça rappelle aussi Hotline Miami, le jeu vidéo des années 2010 qui avait pas mal marché, où tu joues un personnage qui tue tout le monde. D'ailleurs, ça ressemble à John Wick dans l'esprit. Et effectivement, moi, je voulais parler de ça, c'était important, parce qu'on peut reprocher aussi à John Wick de plus être du tout dans le réel, etc. Et ça, je peux comprendre, mais et en même temps, est-ce que c'est pas aussi le but de toute cette saga, c'est de tirer vers l'abstraction et vers le virtuel. En fait, c'est quasiment du jeu. Enfin, c'est le film qui aujourd'hui peut-être ressemble le plus à un jeu vidéo, en fait, et avec éventuellement Avatar, et encore Avatar, c'est plus dans
l'imagerie, le procès technique plutôt que ce qu'il raconte, alors que parce que c'est politique, hein, Avatar, etc. Alors que John Wick, c'est que en fait, c'est que de l'image virtuelle de personnages qui se tapent entre eux avec son contexte réel autour. Et du coup, effectivement, on a des choses qui sont aberrantes au niveau réaliste, mais qui sont complètement jouissifs en termes de mise en scène. Et effectivement, cette séquence-là, où en fait il n'y a plus de toit, en fait on filme au-dessus du toit, en fait le toit n'existe pas, et ça fait penser à du jeu vidéo. Oui, c'est comme en fait si on filmait en dehors du jeu vidéo des décors de studio et que c'était complètement assumé. Ouais, et je parlais de Street Fighterisation de John Wick parce qu'en fait il y a un côté un peu... plus que dans les autres épisodes, il y a le côté un peu world tour, c'est-à-dire en fait il va dans différentes villes aller combattre avec un challenger, voilà, c'est ça. Le boss de chaque ville, ce qui est dans Street Fighter, tu vas combattre un ennemi dans chaque pays qui est le représentatif du pays, Dalsim qui est l'Indien qui peut étirer ses bras, Mister Bison qui est l'espèce de nazi allemand que tu affrontes en Allemagne, tu as Honda le sumo au Japon, enfin voilà, c'est tout ce principe-là, et du coup dans John Wick c'est un peu ça, il y a un gros boss à chaque fin avec des niveaux en fait, du coup c'est quasiment des niveaux de jeux vidéo chaque passage. Et voilà, on est dans un truc complètement virtuel. Et en même temps, la grande force de John Wick, c'est aussi que on reste ancré dans le réel parce que ça reste du cinéma physique, d'épuisement, où en fait, comme tu disais, il y a un côté super-héros chez John Wick, mais il y a aussi un côté finalement très réel. Il le filme comme un cascadeur, en fait. Il souffre, il prend des mandales. Ah, il prend cher. Il a mal, il les souffre, et voilà, en fait, et il fait des cascades monumentales. La scène où il tombe dans la voiture, c'est complètement fou. D'ailleurs, je pense que ça a été vraiment tourné, ça devait pas être Keanu Reeves, mais ça devait être un cascadeur. Voilà, on est vraiment dans le... Limite, si on entend les os qui craquent, etc., voilà, il y a un truc purement physique que tu trouves pas chez Marvel, justement, les super-héros, quand ils se tapent dessus. Il n'y a pas de sensation de physicalité. Non, parce qu'il n'y a pas de sang non plus. Oui, en plus, il n'y a pas de sang, et il n'y a pas de douleur, il y a pas de... Enfin, c'est pas le même rapport à la violence et au corps. Et c'est ça qui est bien chez John Wick, c'est qu'il y a un rapport au corps qui est prégnant, et ce qui fait que la saga, elle fonctionne, et pour moi, c'est une des meilleures de notre époque, quoi. Et moi, je dirais même que de tous les épisodes, Tom Morgan, c'est lequel t'as préféré? Moi, c'est le 4. Moi, c'est le 4, parce que je pense que ça va crescendo niveau qualité, c'est ça qui est intéressant. J'espère qu'il y aura un 5e épisode, et d'ici sa sortie hypothétique ou pas, de toute façon, on va prendre le temps de parler du film Eternal Daughter avec Tilda Swinton de Joanna Hogg. Remarquez à l'occasion de la sortie du diptyque The Souvenir 1 et 2 il y a un an, Joanna Hogg bénéficie d'une double actualité en France. Après la rétrospective consacrée à son travail au Centre Pompidou à Paris et la sortie de ses films en salle qu'on n'avait jamais pu voir sur grand écran jusqu'à présent, j'ai vu sur les affiches que Tom Hiddleston jouait dans au moins 2 d'entre eux. 3 Ouais. Les 3 carrément, tiens. C'est son film le plus récent, The Eternal Daughter, dans lequel on retrouve une de ses actrices fétiches en la personne de Tilda Swinton qui sort après un passage il y a plusieurs mois désormais à la Mostra de Venise. Morgane, de quoi parle cette histoire de fantôme? Julie, pas toi, mais le personnage du film, accompagnée de sa mère âgée, je crois que c'est Rosaline, vient prendre quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans la campagne anglaise. La jeune femme réalisatrice, en plein doute, espère y retrouver l'inspiration. Sa mère y voit l'occasion de faire remonter de lointains souvenirs entre les murs de cette bâtisse qu'elle a fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est saisie par l'étrange atmosphère des lieux. Les couloirs sont déserts, la standardiste a un comportement hostile et son chien n'a de cesse de s'échapper. La nuit tombée, les circonstances poussent Julie à explorer le domaine. Elle est alors gagnée par l'impression tenace qu'un indicible secret hante ses murs. C'est un peu un film à l'ancienne, The Eternal Daughter. Il m'a rappelé toute une tradition littéraire anglaise, les récits de Henry James notamment, comme Le Tour d'écrou, ou des vieilles histoires gothiques tout simplement. On est en plein dedans. Il y a les gargouilles sur le bâtiment de l'hôtel, beaucoup de brume, beaucoup de brume. C'est littéralement un film brume porn que j'aime dire. Brume corps. On est avec des portes qui craquent, des escaliers sombres. Ce sont des dispositifs qui se veulent inquiétants, mais aussi pas évidents. Soit on est sensible on va dire, à l'atmosphère, soit on ne l'est pas du tout.
C'est pas un film qui va crescendo dans l'horreur comme on y a été habitué dans le cinéma horrifique récent. C'est un récit qui prend son temps jusqu'à un twist qui, à mes yeux, est finalement la partie qui m'a le moins convaincu du film, et c'est ton cas aussi, Morgane. Ah, tout à fait, Julie. Alors en fait, encore une fois, on a parlé des twists à l'occasion des films de Shyamalan. Alors, j'ai rien contre les twists, mais là, pour le coup, le twist, il est complètement prévisible. Mais le vrai problème, c'est pas tellement que ce soit prévisible, c'est qu'en fait, tout le film converge vers ce twist. En fait, t'as l'impression que tout ce qu'on a vu avant, en fait, allait vers ce twist-là. Le film n'a pas forcément d'autre intérêt que ce twist-là. C'est ça qui est étonnant. C'est vraiment la pierre angulaire du film, et c'est aussi ce qui fait qu'une fois que le twist est dévoilé, le film paraisse un peu vain. Et derrière, certains diront que c'est ridicule. Moi, j'aime beaucoup ce qu'essaie de faire Joanna Hogg, en fait, un pur exercice de style sur le fantastique, façon roman gothique anglais. T'as cité Henry James, donc ce type de récit sur la brume dans le parc, des portes qui grincent et le vent qui souffle. Bah, c'est ça, en fait, toute l'imagerie du film, c'est ça. C'est des romans, en fait, où il ne se passe pas grand-chose au fond, jusqu'à effectivement une confrontation finale avec l'objet du fantastique, ou éventuellement un twist, comme c'est le cas ici. Donc on pourrait trouver ça un brin trop scolaire, effectivement, c'est un peu scolaire, mais Hogg réussit à transformer cet hôtel en un véritable manoir hanté, et en fait, pour spoiler un peu, en fait c'est un film plus que sur un manoir hanté, c'est le personnage lui-même qui est hanté, on se rend compte. Bah, c'est une mise en abîme, Oui. quelque part. Donc on peut pas nier que c'est un coup de force en matière de mise en scène, ça c'est clair. Mais là où le film pêche, effectivement, c'est dans son écriture. Et en fait, c'est une écriture naïve. Donc la naïveté de Hogg de tout reposer son film sur un twist aussi, je peux me le permettre, aussi nul. Oui, et alors, bon, pardon, ce twist, je sais qu'on se focalise dessus, mais enfin, c'est un peu le catalyseur du film. Enfin, il est tellement évident que moi, je croyais que je me trompais en le voyant venir. Je me suis dit, bah non, ça va pas être ça, ça va être l'inverse. C'est en fait, on est en train de me mener en bateau. Et je peux pas croire que ce soit ça. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, bah, ok, mais c'est pas grave. Enfin, c'était pas la peine. Alors bon, quelque part, on peut nous dire, Morgane, qu'on est habitué, toi et moi, à voir des films, donc forcément, on n'est pas dupes. Mais je crois pas, en fait, n'importe qui de concentrer devant The Eternal Daughter, le voir venir à des kilomètres. Et c'est bête de l'avoir à ce point raté, ce twist, parce que, en fait, tout va converger vers là. J'aurais bien aimé quelque chose de plus déroutant, ou alors, pas de twist du tout, qu'on sache d'emblée ce qui se passe, et que le récit fasse comme si de rien n'était, qu'il assume sa part de fantastique dès l'ouverture. Enfin, pourquoi pas. Étonnamment, d'ailleurs, malgré ce qui est un peu raté à ce niveau, je trouve que The Eternal Daughter, c'est pas un film où on s'ennuie. Il y a, ne serait-ce que pour les raisons de style, de rythme qui vont avec, pour la mise en scène que tu as très justement évoquée, Morgane. Et puis, ça raconte beaucoup de choses. Même si, comme dans The Souvenir, Hogg fait parler à ses personnages de faire un film dans un de ses films. Moi, je trouve que c'est comme une obsession chez elle. Ça me fait d'ailleurs penser, même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais à Hong Sang-soo, qui parle tout le temps de cinéma dans ses films. Joanna Hogg, elle aussi, elle parle tout le temps de cinéma dans ses films, et ses personnages parlent tout le temps de faire des films, de comment ils vont faire des films dans ces films. Ah, c'est encore en fait un film où le personnage réfléchit à créer un film, et en fait ce film se présente à nous, en fait, il est déjà là parce que c'est le film qu'on voit. Voilà. Et c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait, mais je trouvais que c'était mieux fait dans The Souvenir 2, en l'occurrence, parce que le 2 porte là-dessus, que ça ne l'est fait dans The Eternal Auteur. D'auteur. Oui, d'auteur. Vraiment, mon accent The Eternal... Non, t'as dit auteur, c'est pour ça. Ah, pardon, non, c'est mon accent qui a coupé au couteau de toute façon. A coupé au couteau, pardon. Mais non, en fait, c'est un peu paradoxal parce que moi, je suis bien plus sensible aux films d'atmosphère gothique et fantastique. Pour autant, The Souvenir 2, dans la catégorie je montre un film sur le film que j'aimerais faire, et en fait, c'est le film que je montre. Je l'ai trouvé bien plus fin et bien plus savant, quelque part, je ne sais pas si c'est le terme, que dans cette version-là, on va dire. Bien plus habité aussi. Oui, c'est vrai. Alors, justement, par rapport, on va dire, à l'idée de film habité, dans ce que j'ai, en revanche, pas mal apprécié, en dehors de l'atmosphère, encore une fois, alors, c'est pas le genre de film qu'on va voir, par exemple, si on n'aime pas Tilda Swinton, parce qu'elle occupe
95% du film de par sa prestation. Ah, c'est encore on parlait de brume porn, là c'est du Tilda Swinton porn. Ah mais complètement. Et bon, il y a son double jeu, que ce soit dans le jeu d'acteur ou le jeu pronom personnel. Enfin, c'est sûr que si on est allergique à l'actrice, c'est pas la peine d'y aller. Mais il y a là encore, j'ai trouvé quelque chose de très suranné dans ce dispositif. Enfin, moi, ça m'a rappelé des vieux films. Des films où un acteur, il pouvait jouer plusieurs rôles, ou un rôle, il est joué par plusieurs acteurs. Puis on est encore dans... Enfin, ce que j'ai l'impression que Joanna Hogg, parce que je connais pas forcément de sa carrière, mais on est encore dans le... Aussi dans... En fait, c'est le double, elle a un double, Tilda Swinton, mais c'est aussi le double de la réalisatrice, donc il y a... C'est ça. Il y a ce truc-là, ce délire-là. Enfin, dans The Souvenir, c'était sa fille, Tilda Swinton, qui jouait le double de Joanna Hogg, oui. Mais c'est... Mais donc tout ça, voilà, c'est une manière de faire qu'on voit plus trop, et là, j'étais assez contente de le voir ressurgir. Ouais, et justement pour le double de Tilda Swinton, le dispositif, en fait, il est révélé dès le début. C'est facile de comprendre qu'en fait, la mère n'existe pas et qu'il s'agit d'un fantôme, parce que, bon, on peut dire, oui, elle fait jouer le rôle à l'actrice, mais l'artifice, parce que c'est un artifice, nous est montré dès le départ. Le film, il use de très peu d'effets pour signifier le fantastique, donc à part des effets sonores, notamment un bruit de vent constant, comme si c'était une complainte. On comprend en fait que la complainte, c'est les pleurs de Julie, parce que sa mère est morte, etc. Et en fait, c'est cette complainte qu'on entend pendant tout le film. Il y a une apparition aussi à un moment à travers la fenêtre. Il y a un jeu sur l'obscurité, mais finalement, l'effet le plus ostentatoire est un adouteur, c'est bien cette Tilda Swinton dédoublée et grimée en vieille dame mourante, qui porte des prothèses pour la rider, etc. Oui, parce que de ça, en fait, ce qui se dégage, c'est une solitude qui est immense et un refus du deuil. Bah c'est ça, parce qu'en plus on se rend compte que l'hôtel, il est lugubre et tout, et en fait, quand elle se rend compte que le twist, enfin après le twist, on se rend compte qu'il est habité, il y a des gens, c'est comme si en fait c'était un truc mental en fait tout le film. Ça, j'ai bien aimé le fait que... c'est une des choses qui est les mieux réussies, je trouve, au niveau du twist. C'est pas tant le twist en lui-même que le contexte par rapport au twist. C'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas vu, le monde, effectivement, comme tu l'as dit, Morgane, s'arrête et il n'existe plus qu'autour de Tilda Swinton qui joue Julie, c'est-à-dire qu'autour de ce qui est sa prison mentale, d'où émerge difficilement la personne de l'accueil, parce que c'est la seule personne qui quasiment l'intéresse, en fait, dans l'hôtel où elle se trouve, parce qu'elle en a besoin pour certains services, ne serait-ce que pour déjeuner, dîner, ou pour répondre à des demandes très précises comme on peut avoir dans un hôtel. C'est après le gardien, qui pourtant a toujours été là, mais elle a besoin de lui pour l'aider à trouver son chien, donc pareil, il surgit. Et d'ailleurs, le gardien, il apparaît qu'à partir d'un certain moment, et en fait, au début, mais il apparaît dans l'ombre comme un fantôme, et en fait, non, c'est le gardien. Ça. Et en fait, c'est comme si en fait, elle acceptait son existence et il intervient dans sa prison mentale. Enfin, voilà, c'est pour, et tous les autres n'existent que à partir du moment où, en fait, elle se rend compte de sa solitude et donc où elle passe au stade suivant du deuil qui est celui de l'acceptation. Voilà, c'est ça. Donc, Joanna, d'ailleurs, elle force le côté fantastique du dédoublement en ne filmant jamais la mère et la fille ensemble. Donc, tu vas me dire, c'est aussi un problème financier, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait les deux fois Tilda Swinton, mais bon, enfin, ça a déjà été fait dans des économies. C'est un procédé de cinéma connu qui est assez vieux. Et donc, elles sont toujours montrées de manière isolée, elles conversent toujours en chant contre chant, ou alors des fois, Joanna Hogg utilise des miroirs et des reflets. Donc c'est très fin, très intelligent, très élégant en termes de mise en scène, au service d'un film sur le souvenir, et qui semble donc être le credo de la réalisatrice, mais c'est plus scolaire que sur son précédent. Et je trouve que le film a un petit côté vaniteux. Hein. En fait, c'est un film de genre qui s'extirpe, voire qui ne s'abaisse pas in fine au genre pour rester un pur film d'auteur, avec un ouf de soulagement. En fait, je suis pas un film de genre. Ouf. Oui. C'est un peu méprisant, même si, bon, ça reste quand même un film qui est conscient de toute sa littérature et qui aime ça, mais j'ai l'impression que... Il y a une forme de pudeur, quand même. Oui, il y a une forme de pudeur, mais dans tout le concept, je trouve ça un peu vaniteux. Non, je comprends. C'est mon point de vue. Non, je le respecte. Moi, non, j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ce film. Je te propose, Morgane, qu'on passe à l'actu VOD, SVOD, en parlant pour la seconde fois de l'histoire d'Arrêt Caméra, d'une série
Esterno Notte en 6 épisodes du réalisateur italien Marco Bellocchio. Première série du réalisateur italien Marco Bellocchio, Esterno Notte revisite 20 ans après Buongiorno Notte, l'enlèvement et l'assassinat de l'homme politique italien Aldo Moro par l'organisation terroriste d'extrême gauche, les Brigades Rouges. Alors, tu dis, Morgane, revisite 20 ans après Buongiorno Notte, c'était un film donc de Marco Bellocchio qui parlait de la même chose ? Exactement, c'était un film, c'était une adaptation d'un bouquin de Anna Laura Brachetti qui avait participé à l'enlèvement d'Aldo Moro et où elle raconte toute sa vie pendant les 2 mois de séquestration en fait de l'homme politique, où en fait elle vivait, c'était chez elle en fait qu'ils avaient installé Aldo Moro dans une pièce qu'ils ont conçue de manière factice, et en fait donc elle l'accueillait chez lui et en même temps, enfin chez elle pardon, et à côté elle avait sa vie normale, et en fait c'est tout le récit de ça. Le film est génial, c'est un chef-d'œuvre. Et donc 20 ans après il revisite ça. D'ailleurs le titre fait référence au Buongiorno Notte Esterno Notte, ouais. Voilà. Donc là cette fois c'est une série en 6 épisodes qui est d'ailleurs visible sur Arte et qui est conçue donc comme un greffon à ce film de 2003. Et cette fois, ça se concentre non pas uniquement sur un personnage annexe à l'histoire, mais sur Aldo Moro lui-même et ses proches. Julie, peux-tu nous en dire plus sur l'histoire du coup d'Esterno Notte ? Oui, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film en question, Buongiorno Notte, ni donc là la mini-série Esterno Notte, et qui ne connaissent pas Aldo Moro, en fait, il était le président du Conseil des ministres en Italie. Si vous ne savez pas ce que cette fonction couvre, cela signifie que c'est lui en fait qui détient surtout le pouvoir exécutif. Donc par exemple, en président du Conseil, il y a eu Berlusconi, Renzi, aujourd'hui c'est Meloni, et donc à l'époque, en 1976, c'était Aldo Moro qui était issu du parti, on va dire DC, c'est les démocrates chrétiens. C'est ça, les Dici comme ils disent, mais c'est les démocrates chrétiens. Bon bah, DC. Capturé, comme tu l'as dit Morgane, par les Brigades Rouges, Esterno Notte, donc en 6 épisodes, se concentre chacun sur le point de vue d'un personnage déterminant dans cette histoire selon Marco Bellocchio. Voilà, il a fait des choix. On a donc un épisode avec Aldo Moro lui-même, un autre avec le pape, un autre avec la femme de Aldo Moro, Eleonora Moro. En fait, l'idée de la série, c'est de tenter de comprendre comment on en est arrivé à cet assassinat qui représente ce qu'on peut dire être un fiasco en fait dans l'histoire italienne récente. Oui, et c'est la deuxième fois qu'on parle d'une série, comme tu as dit, dans Arrêt Caméra, et donc on déroge de notre désir de parler uniquement de films. Je rappelle que pour la première fois, on avait justifié cet écart par le fait que le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro était une série anthologique où chaque épisode autonome était réalisé par des figures du cinéma d'horreur contemporain. Cette fois, pour Esterno Notte, donc, il s'agit d'une création de l'un des derniers grands maîtres du cinéma italien qui, à 82 ans, propose une œuvre d'une grande vigueur cinématographique, dépassant clairement ce qui se fait dans le paysage sériel et qui vient s'imbriquer dans une œuvre qui s'est appliquée à dépeindre la société italienne dans toute son absurdité. Et donc Esterno Notte, par son découpage en différents points de vue, exprime cette particularité italienne où la politique est éclatée entre le gouvernement, l'église et le peuple. Je vais dire les choses plus sobrement que toi, Morgane, mais il y a plusieurs aspects qui m'ont frappé dans Esterno Notte. Ce sont des choses que je vois pas forcément ailleurs. Déjà, on parle quand même du pape, de responsables politiques de haut rang, et en fait, Bellocchio, il les montre dignement en train de constamment ramener ce qui se passe à leur impuissance. C'est très bizarre, ce sont censés être les hommes qui ont, on va dire, le plus de pouvoir dans leur pays, en Italie ou au Vatican. Ils font sans arrêt que clamer que Aldo Moro est leur ami, le considèrent affectivement, en fait, comme leur ami, mais ils ne font rien ou presque rien. Enfin, je veux dire, ils se démènent pas. C'est comme si eux-mêmes étaient tellement, on va dire, désindividualisés qu'ils font confiance en les institutions, en le système, sauf qu'en fait, le système, c'est eux. Donc, au final, encore une fois, ils ne font rien. Ils sont profondément inutiles et attentistes, alors qu'ils sentent très bien que le drame est proche. Enfin, en montrant ça, Bellocchio, il juge personne, mais on sent qu'il a une envie très forte, je trouve, de montrer ce que c'est que l'inaction au sens politique du terme. En miroir de ça, on a un épisode consacré
à une membre des Brigades Rouges où de tout l'épisode, on n'entend pas une seule fois parler des revendications des Brigades Rouges. Enfin, moi, ça m'a scotché, c'est bien la première fois, il me semble, où je regarde une fiction sur des révolutionnaires et ça me dit pas pourquoi ils font la révolution. C'est comme si on s'en fichait. Je trouve ça radical comme choix de mise en scène. Ouais, c'est vrai, Julie, c'est finalement assez commun chez Marco Bellocchio, qui a beaucoup fait de fiction historique dans sa carrière et filmé des personnalités majeures de l'histoire italienne. Donc on avait eu Mussolini pour Vincere. Ah, je me rappelle, c'était bien comme film, ça. Ouais, Tommaso Buscetta de la Cosa Nostra dans Le Traître. Et donc Aldo Moro, pardon, 2 fois donc dans Buongiorno Notte et Sterno Notte. Donc il y a bien sûr tout un contexte politique fort qui entoure ces films, mais ça reste en arrière-plan, bien qu'on comprenne que ça a un impact majeur sur les événements du film. Bellocchio, lui, il scrute plutôt des individus ou des petits groupes dans leur intimité, ce qui fait qu'en fait, on a aussi accès à leurs pensées, etc., leur vie courante, leur vie de tous les jours, et toute l'action politique autour intervient, mais par petites salves. D'où la récurrence aussi, en termes de mise en scène, de ces gros plans sur les visages des protagonistes qui les montrent en fait comme isolés de ce qui les entoure, pour cristalliser leur impuissance face à ces événements et leur grand désarroi ou leur profonde tristesse. Et il y a des plans qui sont aussi mentaux dans le film, notamment sur le personnage de... j'ai plus son nom, Cossiga. Oui. Qui est un peu... qui voit Aldo Moro comme son mentor et qui est... je crois qu'il doit être ministre... je sais pas s'il est encore ministre, mais en tout cas, je sais que plus tard, d'ailleurs, à la fin de la série, il nous montre qu'il lui-même deviendra président du Conseil des ministres dans les années 80, et qui, lui, du coup, vrille complètement. D'ailleurs, on nous dit, il le dit Aldo Moro dans une de ses lettres, où je sais plus si c'est oui, une lettre. C'est un espèce de neurasthénique complet. Oui, il est bipolaire, il dit. Et en fait, il y a des moments où il fantasme, en fait, que Aldo Moro n'est pas assassiné, parce qu'en fait, il va être assassiné, Aldo Moro. Ou encore, il voit du sang sur une pancarte. Il y a des plans mentaux. Ou encore le pape qui imagine le chemin de croix avec Aldo Moro qui porte la croix. Et derrière lui, en fait, t'as les hommes politiques qui le font subir ça, en fait. Du coup, il y a effectivement tout ce côté un peu intime qui prend le dessus sur l'aspect politique. C'est ça qui, je trouve, est le plus intéressant dans Sterno Notte, c'est que Bellocchio, en fait, en ne montrant pas juste des hommes et des femmes enfermés dans leur prison mentale, mais en filmant ce qu'ils supposent se trouver dans leur cerveau, il dissémine le doute à la fois chez nous spectateurs. C'est-à-dire que on a beau savoir que Aldo Moro a été capturé puis assassiné, moi j'en suis limite venue à douter en me disant mais il était vivant? Non, en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai presque été prise au jeu par tous ces fantasmes-là des personnages qui vont de l'échappatoire complètement naïve, c'est-à-dire ils ne font rien, mais Aldo Moro est quand même sauvé, à l'écoute d'Italiens complètement excentriques, et ça se passe plusieurs fois, qui d'un coup écoute par exemple une bonne sœur qui croit avoir aperçu Aldo Moro être kidnappé, qui écoute un supposé voyant qui croit avoir aperçu Aldo Moro enfermé dans l'unité psychiatrique d'un hôpital. Et en fait, toutes ces choses-là, elles font le lien entre non seulement les fantasmes, encore une fois, pour y revenir, des personnages qui sont au cœur de chacun des 6 épisodes, mais aussi de ce que c'est qu'un phénomène, on va dire, de contagion psychologique, où en fait, tout le monde croit voir à chaque instant la personnalité d'Aldo Moro. Ouais, non, t'as raison, c'est vrai que il y a une vraie contamination de ça. Ouais. Et puis c'est vrai que le côté contagion, en fait, on le ressent aussi parce que c'est marrant, il y a tout le contexte intime des personnages, mais aussi on voit en fond qu'il y a le public, ça anime, mine de rien, l'opinion publique. Et en fait, on se rend compte dans toute la série que toute l'absurdité de cette affaire, c'est que les gens voulaient qu'Aldo Moro soit libéré, mais le pouvoir n'a pas agi pour le libérer. Et parce que pour des raisons politiques, parce que on négocie pas avec des terroristes,
Et ça va même plus loin, pardon Morgane, mais on peut même pas dire qu'il voulait sciemment Oui. qu'il meure, parce que en fait, vraiment, ce qui est choquant dans cette série, enfin moi j'ai trouvé choquant, c'est que ce que dit Bellocchio, c'est que il y a, tout ça, c'est une affaire d'inaction. C'est-à-dire que ces gens-là ne bougent pas. C'est pas qu'ils veulent quelque chose ou qu'ils veulent pas quelque chose, c'est qu'ils ne veulent plus rien ou ils ne veulent pas plus rien. Il y a plus de volonté. Il y a plus de volonté d'agir, d'action. Tout ça est réduit à néant. Et par rapport on va dire, l'atmosphère qui est imprégnée de mort dans Sternonauté, je trouve que ça se voit aussi pas mal dans la photo. Enfin, c'est quand même une photo verdâtre, si tu veux en dire quelques mots. Bah, c'est comme pour ceux qui ont vu le Traître, elle ressemble un peu à la photo du Traître, mais en plus prononcé quand même, c'est très verdâtre, effectivement, sans être du Jean-Pierre Jeunet. Non, c'est pas vert jaune, mais on va dire c'est un espèce de vert froid. Vert cadavérique, quoi. Voilà, complètement assumé, qui dit que tout ça est finalement très nauséabond, parce que à travers cette inaction-là, qu'est-ce qu'il fait Bellocchio? En fait, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais il fait un portrait de l'Italie qui n'arrive pas à s'organiser, qui n'arrive pas à agir tel un seul homme. C'est finalement un point de vue assez sombre qui est porté sur ses contemporains. Ouais, bah oui. Et en fait, oui, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, il filme ce moment de l'histoire italienne politique, crucial, en fait, aux yeux en tout cas de Bellocchio, mais aussi, on peut le dire ainsi, parce qu'en fait, pour donner un peu de contexte, Aldo Moro était partisan d'un gouvernement de coalition à une époque où il y avait l'URSS. On peut dire que c'était un homme politique modéré? Ouais, progressiste, on va dire. Parce qu'en fait, la Dici, comme on dit, la démocratie chrétienne, était en pouvoir depuis la fin de la guerre en Italie. Et voilà, bon, ça a été quasiment, on va dire, un gouvernement à une seule voix, une seule tête, tu vois, pendant plus de 30 ans. Et bah, ça n'a pas été accepté par tout le monde parce qu'effectivement, c'était pas forcément une politique. Enfin, il y avait des gens il y a eu des scandales. Et il y a des gens qui voulaient du changement. Voilà, et notamment la jeunesse. Et en fait, donc il y avait l'URSS et tout ce qui était communiste, ça avait un truc un peu négatif, quoi. Et en fait, vu qu'il y avait une partie aux élections, une partie du pays qui avait voté pour les communistes, il avait proposé de créer un gouvernement de coalition, du coup, avec les communistes présents ça doit être un Sénat ou je sais plus, j'ai pas non plus une connaissance parfaite du système politique italien, mais du coup de créer un gouvernement de coalition qui n'a pas plu effectivement à tout le monde, notamment au pape. On le voit d'ailleurs dans l'épisode qui est consacré au non, je crois que c'est dès le premier épisode, on voit que quand il va rendre visite au pape, il lui dit quand même qu'est-ce que tu fais, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, pour les chrétiens c'était... Oui, il l'accuse presque de trahison en fait, Aldo Moro. Parce que bon, les communistes ils sont pas croyants, donc voilà, c'était dans un pays quand même qui est l'Italie, très croyant, le pays où il y a le Vatican. Et en fait, voilà, c'était l'idée qu'un gouvernement progressiste allait naître. On n'oublie pas aussi que, par exemple, Pasolini, qui était communiste, a été assassiné. On dit par quelqu'un qui était qui a agi de manière seule, même si on pense maintenant que c'est aussi des organisations, enfin voilà, que c'était un meurtre, un crime politique. Et il y a eu des tas de crimes à l'époque, c'était vraiment une situation particulière en Italie. Et voilà, en fait, ça allait peut-être changer quelque chose en Italie. Et en fait, bah, il nous montre un fiasco parce que finalement, les Brigades Rouges ont tué Aldo Moro. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? Les Brigades Rouges, bah, ils n'ont pas obtenu gain de cause et en fait le truc a été complètement démantelé et tué dans l'œuf, comme on dit, et il n'y a pas eu de suite politique. Je veux dire, en Italie, il y a eu Berlusconi dans les années 80 et ensuite maintenant on se retrouve avec un gouvernement quasi fasciste en Italie. Voilà, en fait, pour dire qu'en fait c'est une mort pour rien. Ça aurait pu être une bascule en fait, et en fait non, on arrive à ça en Italie, et je pense que Bellocchio il est conscient de ça quand il fait sa série. Il y a un autre aspect que je voulais aborder pour conclure dans Sternonauté, c'est comment toute cette inaction est
cette agitation pour rien est aussi montrée à travers chacun des 6 épisodes avec des procédés absurdes, notamment le jeu sur l'image où on a presque l'impression de personnages désarticulés qui bougent de manière accélérée sur des musiques comiques. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu voulais Non, si toi, Morgane, tu voulais en dire 2-3 mots dessus. Non, mais il y a un côté un peu farsesque, mais c'est vrai que Bellocchio, il a commencé dans les années 60-70 et la comédie italienne était à son zénith. Notamment la classe ouvrière ira au paradis qui avait eu la Palme d'Or à Cannes. Enfin voilà, il y avait puis il y a eu les films La Grande Bouffe, etc. Et donc je pense qu'aussi Bellocchio se dépareille pas de ça. Il y a un côté un peu c'est totalement italien de faire ça, ce côté un peu comédie bouffonnade. Bouffonnade. Enfin c'est Harlequin, quoi, c'est la commedia dell'arte. Et Bellocchio il le fait vraiment bien. Et quel plaisir aussi de voir Tony Servillo, acteur que je trouve détestable chez Sorrentino, parce que c'est le visage de son cinéma, c'est son acteur fétiche, qui joue un personnage en fait du coup à l'opposé, qui est sobre en fait et qui n'est pas dans la bouffonnade pour le coup. Quoique on pourrait en douter, parce que le pape a quand même des moments un peu absurdes, mais qui reste de manière très sobre dans ce film. Et tous les acteurs sont excellents. C'est un très bon directeur d'acteurs. L'acteur qui fait Cossiga, il est génial. C'est vrai. Avec ses lunettes là. Et l'acteur qui joue Aldo Moro aussi, très très bon acteur. Je connais pas son nom, mais excellent. Et aussi un dernier point sur la vigueur formelle de la série. Il s'amuse, Bellocchio, à mélanger des images d'archives. Oui, ça m'a fasciné, ça. Ouais, à son truc, sa série, pardon. Et notamment, des fois, ça c'est marrant parce que ça s'ouvre le film avec une séquence de manifestation à Rome. Et en fait, il y a une bagarre, enfin ça vire au pistolet entre les forces de l'ordre et la manifestation. Et en fait, il met une sorte de filtre granuleux à la séquence, comme si c'était une image d'archive. Et ça n'en est pas une. Et par contre, plus tard, il y a une séquence en fait d'enterrement des gens qui étaient à la sécurité d'Aldo Moro, qui ont été tués dans l'attentat avant l'enlèvement d'Aldo Moro. Et en fait, on assiste à l'enterrement. Donc il y a toutes les figures qu'on voit dans la série qui sont des figures politiques. Et en fait, ça mélange images d'archives et images de tournée du film dans les images d'archives. Il y a un procédé qui est utilisé, qui est fascinant. Et en fait, il y a des plans en fait, qui sont des plans de cinéma qui sont intégrés dans des plans qui sont des plans télévisuels de reportages, parce que c'était des reportages de journaux télévisés à l'époque qui présentaient ces enterrements. Donc du coup, on voit le visage par exemple de Margherita Bui qui joue la femme d'Aldo Moro, qui est une actrice qu'on voit souvent chez Nanni Moretti, et d'autres acteurs. C'est assez fascinant comment il utilise ce procédé. On en a terminé, Morgane, avec Esther Nonoté de Marco Bellocchio. Alors, on en a aussi fini avec le 16e épisode d'Arrêt Caméra. Et le prochain ne sera pas disponible dans 15 jours, mais dans 3 semaines. Ouais, c'est ça, on ne sera pas là dans 15 jours. Non, on sera en voyage en Corée. Bon, du coup, tant pis. Désolé, vous allez devoir vous passer nous et à la limite, vous refaire d'anciens épisodes. Ouais, on part demain d'ailleurs. Ouais, et du coup, on reviendra avec un programme chargé en film d'animation, il me semble. En gros film même, avec les 3 mousquetaires. En gros film, ouais. Oui, non, mais c'est vrai. On va pas dévoiler ce qu'on a pensé des 3 mousquetaires. Non, pas encore, on garde la surprise, mais donc il y aura au programme les 3 mousquetaires à la première partie de Martin Bourbalon. Je sais jamais son nom, ça me stresse. Bourcochon. Non, tu peux pas dire ça. Bourboulon. Il y aura Super Mario, le film, j'ai pas le nom du réalisateur, pardon, mais bon, on s'en fiche, c'est Super Mario. Non, on pensera le dire au moment de l'épisode. Et on termine sur Suzume de Makoto Shinkai, qui est le nouveau film du réalisateur de Your Name, qui a de très bons retours là. Il y a eu les avant-premières. Donc voilà, on vous dit d'ici à passer de bonnes semaines, manifestez bien. Oui, continuez à faire grève. Voilà, et à bientôt. À bientôt.